Dans une salle de réunion élégante, un contrat d'1 million cachait une clause que personne n'avait songé à remettre en question. C'est une fillette de 10 ans, fille de la femme de ménage, qui a pris la parole, dans un allemand courant, pour révéler le danger. Les cadres ont ri, l'avocat s'est figé, et le silence s'est rompu lorsqu'elle a lu, ligne par ligne, le piège caché. À cet instant, tout a changé. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de nous dire de quelle ville vous nous regardez. Nous continuerons. Dans les hauteurs du 16e arrondissement de Paris, au dernier étage d'une tour de verre surplombant la Seine, le cabinet juridique Dufresne & Associés préparait l'une des transactions les plus importantes de son histoire. Un silence pesant régnait dans la salle de conférence luxueuse, aux murs ornés d'art contemporain et de diplômes encadrés. Au centre, une table en marbre noir reflétait le visage tendu de Laurent Mercier, un avocat d'origine portugaise installé depuis 12 ans en France. Laurent ajusta sa cravate, essuyant discrètement la sueur qui perlait sur son front. À 48 ans, cet homme aux tempes grisonnantes et au regard profond avait bâti sa réputation sur sa rigueur et son intégrité. Aujourd'hui, il représentait une société d'investissement suisse dans l'acquisition d'un complexe hôtelier à Nice. Un contrat de plusieurs millions d'euros qui promettait de propulser sa carrière vers de nouveaux sommets. Face à lui, 3 hommes en costume impeccable attendaient avec une impatience à peine dissimulée. Philippe Dufresne, fondateur du cabinet, dont le sourire n'atteignait jamais les yeux. Victor Beaumont, PDG du groupe immobilier cédant le complexe, un homme aux manières brusques et à la réputation sulfureuse. Et enfin Étienne Lefort, avocat conseil du groupe, connu pour son habileté à naviguer dans les zones grises du droit commercial. « Nous n'avons plus qu'à signer, mon cher Laurent », annonça Philippe en faisant glisser l'imposant document de 150 pages vers lui. « Les modifications que tu as demandées ont été intégrées. Tout est conforme. » Laurent hocha la tête, mais une légère hésitation le traversa. Le contrat était rédigé dans un français juridique particulièrement complexe, truffé de termes techniques qu'il maîtrisait imparfaitement malgré ses années en France. Il faisait confiance à Philippe, son mentor, qui lui avait ouvert les portes du cabinet prestigieux qu'en personne. D'autres ne voulaient d'un avocat étranger sans réseau parisien. « J'aimerais relire une dernière fois les clauses concernant les garanties », dit Laurent en ajustant ses lunettes. « Victor », Beaumont soupira bruyamment. « Nous avons un vol à prendre dans 3 heures, Mercier. » Ces documents ont été vérifiés par une dizaine de juristes. 15 minutes. « C'est tout ce que je demande, » répondit Laurent, ignorant le ton condescendant. Alors qu'il commençait sa lecture, la porte de la salle s'entr'ouvrit doucement. Une petite silhouette se glissa dans la pièce, presque invisible aux yeux des hommes concentrés sur leurs documents. Sophie Moreau, disant, se tenait immobile près de la porte, serrant contre elle un livre de comptes. Ses yeux noirs, vifs et intelligents, scrutaient la scène avec curiosité. Elle attendait sa mère, Juliette Moreau, qui travaillait comme femme de ménage au cabinet depuis 3 ans. Normalement, Sophie patientait dans la salle de repos du personnel, mais aujourd'hui, l'ennui l'avait poussée à explorer les étages supérieurs, habituellement inaccessibles aux employés d'entretien. Laurent remarqua sa présence et lui adressa un sourire discret. Il avait déjà croisé la petite fille dans les couloirs, toujours plongée dans ses lectures. Sophie, contrairement à la plupart des enfants de son âge, avait une passion dévorante pour les langues. Grâce à un programme spécial de son école, elle suivait des cours avancés de portugais, la langue maternelle de Laurent. « Qui est cet enfant ?» demanda sèchement Victor. « La fille de notre femme de ménage », répondit Philippe avec un geste dédaigneux. « Elle ne devrait pas être ici. Je vais appeler quelqu'un pour la raccompagner. »« Ce n'est pas nécessaire, » intervint Laurent. « Elle ne dérange pas. » Sophie recula vers le mur, tentant de se faire encore plus discrète. Son regard, cependant, fut attiré par les documents éparpillés sur la table. Dotée d'une curiosité naturelle et d'une intelligence précoce, elle s'était habituée à observer le monde des adultes avec une attention particulière. Pendant ce temps, dans les toilettes du sous-sol, Juliette Moreau terminait de nettoyer, ses mains rougies par les produits chimiques. À 36 ans, cette femme au visage fatigué mais digne menait une lutte quotidienne pour offrir un avenir meilleur à sa fille. Veuve depuis 5 ans, elle enchaînait 2 emplois pour payer le loyer de leur petit appartement à Montreuil, en banlieue parisienne, et les frais de l'école semi-privée, où Sophie bénéficiait d'une demi-bourse. Juliette consultait régulièrement sa montre, inquiète de ne pas trouver sa fille à l'endroit habituel.
Sophie était une enfant sage, mais tellement curieuse, toujours à poser des questions, à vouloir comprendre le fonctionnement du monde. Cette curiosité l'avait déjà mise dans des situations délicates, notamment à l'école, où ses camarades, enfants de familles aisées, la surnommaient cruellement la boursière, ou la fille de la femme de ménage. Dans la salle de conférence, Laurent parcourait le contrat, butant sur certaines expressions juridiques particulièrement alambiquées. Il nota mentalement de demander des éclaircissements à Philippe plus tard, ne voulant pas paraître incompétent devant les clients. Après tout, c'était Philippe qui avait insisté pour qu'il prenne en charge ce dossier, une marque de confiance qu'il ne voulait pas trahir. La clause 47.3 concernant les passifs cachés a été modifiée comme vous le souhaitiez, précisa Étienne avec un sourire poli. Nous avons également ajouté les garanties sur l'absence de contentieux en cours. Laurent hocha la tête, tournant les pages jusqu'à la section concernée. Sophie, qui s'était légèrement approchée, pouvait maintenant distinguer certains paragraphes. Son regard s'arrêta sur une annexe partiellement visible sous la main d'Étienne. De son côté, Juliette montait maintenant les escaliers 4 à 4 après avoir appris par une collègue que Sophie avait été aperçue aux étages supérieurs. Son cœur battait la chamade. Elle risquait son emploi si sa fille dérangeait une réunion importante. Monsieur Dufresne n'était pas connu pour sa patience, surtout envers le personnel de service. Dans la salle, Victor regardait ostensiblement sa montre suisse. « Il nous reste exactement 12 minutes avant que mon chauffeur n'arrive », déclara-t-il. « Mercier, vous êtes satisfait ou vous comptez éplucher chaque virgule jusqu'à demain ?» Laurent sourit poliment, dissimulant son agacement. « Presque terminé. Je veux juste vérifier les garanties personnelles. » À cet instant, quelque chose d'étrange se produisit. Sophie, qui observait attentivement le document, fronça les sourcils. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement. Elle avait remarqué un détail qui semblait lui causer une vive surprise. Laurent signa la première page du contrat, puis passa à la suivante. La plume dorée glissait sur le papier épais, traçant sa signature élégante page après page, suivant les indications d'Étienne qui tournait méthodiquement les feuillets. Ils approchaient de la fin du document. Sophie se mordait la lèvre visiblement agitée. Ses yeux allèrent du contrat à Laurent, puis au visage des 3 autres hommes. Elle semblait mener un combat intérieur, tiraillée entre la discrétion que sa mère lui avait toujours recommandée et quelque chose qui la troublait profondément. Étienne tourna une nouvelle page, révélant l'annexe que Sophie avait aperçue plus tôt. Laurent s'apprêtait à signer quand la voix claire et déterminée de l'enfant brisa le silence. « Monsieur, attendez. Ce n'est pas ce que vous croyez. » Tous les regards se tournèrent vers elle, stupéfaits. Laurent, la plume suspendue au-dessus du papier, dévisagea la petite fille qui avait osé interrompre une transaction de plusieurs millions d'euros. « Sophie. » La voix paniquée de Juliette retentit depuis le couloir. Elle venait d'apparaître à la porte, le visage décomposé par la peur. « Je suis désolé, messieurs, tellement désolé. » Mais Sophie, ignorant le regard suppliant de sa mère, fit un pas en avant. « Il y a quelque chose que vous devez voir, » dit-elle en pointant du doigt l'annexe. « Dans les petits caractères, lá. Aqui está o primeiro capítulo da história. Apresentei os personagens principais e o cenário em Paris, mantendo a premissa original, mas adaptando para o contexto francês, conforme solicitado. Vou continuar com o segundo capítulo. » Un silence pesant s'abattit sur la salle. Philippe Dufresne se leva brusquement, le visage empourpré. « Mademoiselle Moreau, veuillez emmener votre fille immédiatement, » ordonna-t-il d'un ton qui ne souffrait aucune réplique. Puis, se tournant vers les autres, « Messieurs, excusez cette interruption. Le personnel n'est manifestement plus ce qu'il était. » Juliette s'avança précipitamment, agrippant le bras de sa fille. « Viens, Sophie, tu ne dois pas rester ici. » Mais Laurent, intrigué par l'intervention de l'enfant, leva une main apaisante. « Un instant, s'il vous plaît. » Il regarda Sophie avec bienveillance. « Qu'as-tu vu, petite ?» Sophie, rassemblant tout son courage, pointa du doigt une section de l'annexe. « Cette partie-là, monsieur. Elle dit que vous cédez toutes vos propriétés au Portugal comme garantie personnelle, et qu'en cas de problème, même si ce n'est pas de votre faute, vous perdez tout, sans possibilité de vous défendre. » Victor émit un ricanement méprisant. « Et depuis quand les enfants comprennent-ils les contrats juridiques ? » Allons, cette comédie a assez duré. Mais Laurent avait déjà repris le document, scrutant le paragraphe indiqué. Son français était excellent pour les conversations courantes, mais les subtilités juridiques lui échappèrent parfois. Il plissa les yeux, essayant de déchiffrer les termes techniques. « Comment peux-tu comprendre ce que cela signifie ?»
demanda-t-il doucement à Sophie. « J'apprends le portugais, monsieur, » répondit-elle avec une simplicité désarmante. « Et je lis beaucoup. Ce matin, à la bibliothèque de l'école, j'ai justement lu un article sur les contrats abusifs. Cette clause ressemble à un exemple qu'il donnait. » Étienne s'éclaircit la gorge. « C'est ridicule. Cet enfant invente des histoires pour attirer l'attention. » Laurent pourtant sentit un malaise l'envahir. Il avait fait confiance à Philippe, son mentor, sans poser trop de questions. Maintenant, un doute terrible s'insinuait dans son esprit. Il tendit le document à Sophie. « Peux-tu me dire précisément ce que signifie ce paragraphe selon toi ?» Les mains tremblantes, Sophie prit le document. Juliette, paralysée par la peur de perdre son emploi, n'osait plus intervenir. « Ça dit que vous mettez en garantie tous vos biens personnels au Portugal, y compris la quinta que votre grand-père vous a léguée à Douro, » lut Sophie avec application. « Et si le projet rencontre des difficultés, même si ce n'est pas votre faute, vous perdez tout automatiquement, sans possibilité de recours légal. » Laurent blêmit. La quinta du Douro, vignoble familial transmis depuis 4 générations, représentait tout ce qui lui restait de ses racines. Jamais il n'aurait accepté de la mettre en jeu. Jamais. « Je n'ai jamais consenti à cela, dit-il d'une voix sourde. Cette clause ne figurait pas dans la version que j'ai révisée. » Philippe affichait maintenant un sourire crispé. « Laurent, ne me dis pas que tu prends au sérieux les divagations d'une enfant. Nous avons passé des semaines à préparer ce contrat. »« Alors expliquez-moi cette clause, » insista Laurent, son accent portugais se faisant plus prononcé sous le coup de l'émotion. « Une simple garantie standard, » intervint Étienne avec désinvolture. Rien d'extraordinaire dans ce genre de transaction. Mais le doute était désormais solidement ancré dans l'esprit de Laurent. Il se rappela soudain son père, petit viticulteur du Douro, qui avait perdu ses meilleures parcelles en signant un contrat qu'il ne comprenait pas entièrement. L'histoire semblait se répéter, mais cette fois, une enfant de 10 ans avait été plus vigilante que lui. « Je veux faire vérifier ce document par un expert indépendant », déclara Laurent en repoussant le contrat. Victor frappa la table du poing. « C'est insensé. Nous n'avons pas de temps à perdre avec ces enfantillages. Vous avez donné votre parole, Mercier. » « Ma parole ne couvrait pas la cession de mon patrimoine familial, » répliqua Laurent, désormais fermement résolu. Pendant ce temps, Juliette observait la scène avec une angoisse grandissante. Elle connaissait les conséquences des affrontements avec les puissants. 6 ans plus tôt, elle avait perdu son poste de secrétaire dans une société d'import-export après avoir signalé des irrégularités comptables. Son mari, chauffeur pour la même entreprise, avait subi un accident mystérieux peu après, la laissant veuve avec une enfant de 4 ans à élever seule. « Sophie, nous devons partir, » murmura-t-elle, tentant d'entraîner sa fille vers la sortie. Mais Sophie restait immobile, son regard intelligent allant de Laurent aux 3 autres hommes qui semblaient de plus en plus nerveux. « Appelez qui vous voulez. » concéda finalement Philippe, son assurance habituelle légèrement ébranlée. « Mais n'oubliez pas que nos clients suisses attendent la conclusion de cette affaire avant la fin de la journée. Vous risquez de tout perdre. »« J'ai déjà failli tout perdre à cause de ma confiance aveugle, » rétorqua Laurent. Il se tourna vers Juliette. « Madame Moreau, connaîtriez-vous un traducteur juridique portugais qui pourrait venir immédiatement ?» Juliette, surprise d'être soudain incluse dans la conversation, hésita. « Ma cousine Isabelle est interprète assermentée, près du tribunal de grande instance. Elle parle couramment portugais. Parfait. Pourriez-vous l'appeler, s'il vous plaît ?» Victor se leva furieux. « C'est une plaisanterie. Vous allez faire capoter une transaction de 50 millions d'euros sur la base des fantasmes d'une gamine. » Laurent resta imperturbable. « Si cette clause est aussi standard que vous le prétendez, vous ne devriez avoir aucune objection à ce qu'elle soit vérifiée. » Dans le silence tendu qui suivit, Juliette s'éloigna pour passer son appel, gardant un œil inquiet sur sa fille qui n'avait pas bougé. Sophie observait attentivement les 3 hommes, notant leurs regards fuyants et leurs mains nerveuses. Étienne s'approcha de Philippe et lui murmura quelque chose à l'oreille. Ce dernier hocha la tête, puis s'adressa à Laurent avec un sourire conciliant. « C'est un malentendu, mon ami. Si cette clause te pose problème, nous pouvons certainement la modifier. » Il sortit un stylo et raya ostensiblement le paragraphe incriminé. « Voilà, c'est réglé. Signons maintenant, avant que les Suisses ne perdent patience. » Laurent secoua la tête. « Non, Philippe. Je veux une révision complète. Si cette clause a été ajoutée à mon insu, qu'est-ce qui me garantit qu'il n'y en a pas d'autre ?» Victor échangea un regard avec Étienne, puis ramassa brusquement sa serviette. « J'en ai assez de ces enfantillages.
Vous avez 1 heure, Mercier. Passé ce délai, l'offre est retirée, et vous pouvez être certain que votre réputation en pâtira. Juliette revint à ce moment-là. Isabelle sera là dans 20 minutes, annonça-t-elle, évitant soigneusement le regard de Philippe qu'elle sentait braquer sur elle. Laurent hocha la tête, reconnaissant. « Merci, Madame Moreau. » Les minutes qui suivirent s'écoulèrent dans un silence lourd de non-dits. Philippe prétexta un appel urgent pour quitter momentanément la pièce, tandis qu'Étienne feuilletait nerveusement le contrat, annotant frénétiquement certaines pages. Victor, lui, fixait Sophie d'un regard glacial qui fit frissonner Juliette. « Ta fille est remarquable, » dit Laurent à Juliette, rompant le silence oppressant. « Elle est trop curieuse pour son bien, » répondit Juliette à voix basse. « Je suis désolé pour cette interruption. J'espère que cela ne vous causera pas de problème. » Laurent sourit. « Au contraire, je crois qu'elle vient de m'éviter une catastrophe. » Sophie, qui écoutait leur conversation, s'approcha timidement de Laurent. « Monsieur, est-ce que ça va aller ?» Ils n'ont pas l'air contents. Laurent fut touché par l'inquiétude sincère de l'enfant. « Ne t'en fais pas. C'est courageux ce que tu as fait. Peu d'adultes auraient osé. » Le regard de Sophie s'illumina. Mais son sourire s'évanouit rapidement quand Victor s'approcha d'eux. « Mademoiselle, » dit-il d'un ton doucereux qui contrastait avec la dureté de son regard, « tu dois savoir que les affaires des adultes sont compliquées. Ce que tu crois avoir vu n'est qu'une simple clause technique. En interrompant cette réunion, tu risques de causer beaucoup d'ennuis à Monsieur Mercier, et peut-être même à ta maman. » Juliette pâlit. La menace à peine voilée la ramena brutalement à ses pires craintes. « Sophie, attends-moi dehors, s'il te plaît. »« Non, » intervint Laurent, son visage s'assombrissant. « Elle reste ici. Je tiens à ce qu'elle soit présente quand votre supposée simple clause technique sera traduite correctement. » L'atmosphère dans la pièce était devenue électrique. Étienne avait cessé ses annotations et observait la scène avec une nervosité croissante. Victor, lui, gardait un calme apparent, mais la veine qui pulsait sur sa tempe trahissait sa colère contenue. « Vous faites une erreur, Mercier, » dit-il d'une voix basse. « Une erreur qui pourrait vous coûter très cher. » Laurent soutint son regard sans ciller. « La seule erreur que j'ai faite a été de ne pas vérifier plus attentivement ce document. Grâce à cet enfant, je vais la corriger. » À cet instant précis, Philippe revint dans la salle accompagné d'une femme élégante à l'allure professionnelle. « Ah, Mercier, j'ai pris l'initiative d'appeler Marie Duchamp, notre traductrice habituelle. Nul besoin d'attendre votre contact. »« Isabelle viendra quand même, » affirma Laurent, méfiant face à cette soudaine prévenance. Marie Duchamp s'installa à la table avec une assurance tranquille. « Alors, quel est ce passage qui pose problème ?» Laurent lui montra le paragraphe que Sophie avait identifié. La traductrice parcourut les lignes en question, puis leva les yeux vers Philippe avec une expression indéchiffrable. « Aqui está o segundo capítulo da história. Continuei desenvolvendo a tensão em torno do contrato suspeito e as dinâmicas entre os personagens. No próximo capítulo, vou aprofundar o conflito e as revelações que se seguem. A narrativa está evoluindo conforme a premissa original, adaptada ao contexto francês. » « Eh bien ?» demanda Laurent, scrutant le visage de Marie Duchamp. La traductrice rajusta ses lunettes avec une lenteur calculée. « Cette clause stipule effectivement une garantie sur vos biens au Portugal. C'est inhabituel mais pas nécessairement abusif dans une transaction de cette envergure. » Laurent fronça les sourcils, peu convaincu par cette interprétation édulcorée. Il jeta un regard vers Sophie, qui secouait discrètement la tête, visiblement en désaccord avec la traduction présentée. « Je préfère attendre l'avis d'Isabelle, » déclara-t-il fermement. Philippe soupira avec une exaspération théâtrale. « Laurent, tu deviens paranoïaque. Marie est notre traductrice depuis des années. Sa compétence est incontestable. Alors elle ne verra aucun inconvénient à ce qu'une collègue confirme sa traduction, » répliqua Laurent imperturbable. Un silence tendu s'installa, rompu seulement par le bruit des pages que Victor feuilletait nerveusement. Étienne, lui, consultait frénétiquement son téléphone, comme s'il cherchait une échappatoire à cette situation imprévue. Juliette, consciente du jeu dangereux qui se déroulait sous ses yeux, s'approcha doucement de sa fille. « Sophie, » murmura-t-elle, « es-tu absolument certaine de ce que tu as lu ?» Sophie hocha la tête avec une assurance tranquille. « Oui, maman. J'ai lu l'article 3 fois ce matin. C'est exactement comme l'exemple qu'il donnait d'un contrat abusif. » Juliette regarda sa fille avec un mélange de fierté et d'inquiétude. Depuis toute petite, Sophie avait cette capacité déconcertante à absorber les informations,
à faire des liens que même les adultes ne percevaient pas. Cette intelligence, précoce héritée de son père, professeur d'université emporté par une crise cardiaque 5 ans plus tôt, avait été à la fois une bénédiction et une source de complications. À l'école privée Saint-Exupéry où Sophie bénéficiait d'une bourse, cette intelligence lui valait l'admiration de ses professeurs, mais aussi la jalousie cruelle de certains camarades issus de familles privilégiées. La fille de la femme. De ménage, l'appelait-il avec dédain, ignorant que Juliette, avant les revers de fortune, avait été directrice adjointe dans une société d'import-export. Le bruit de la porte interrompit ses pensées. Une femme d'une quarantaine d'années entra d'un pas assuré. Grande, aux cheveux bruns coupés courts, elle portait un tailleur élégant mais sobre. « Isabelle !» s'exclama Juliette avec soulagement. Isabelle Serra embrassa sa cousine, puis se tourna vers l'assemblée avec un professionnalisme tranquille. « Bonjour, je suis Isabelle Serra, interprète assermentée près du tribunal de grande instance. » Philippe s'avança, main tendue et sourire commercial aux lèvres. « Philippe Dufresne, c'est très aimable à vous d'être venu, mais nous avons déjà notre traductrice. Il s'agissait d'un malentendu. »« Ce n'est pas ce que dit mon client, » intervint Laurent en se levant. « Madame Serra, je suis Laurent Mercier. J'aimerais que vous examiniez certaines clauses de ce contrat. » Isabelle hocha la tête et s'approcha de la table. Laurent lui présenta le document, indiquant les passages qui l'inquiétaient. Marie Duchamp se décala légèrement, une contrariété visible traversant son visage. Pendant qu'Isabelle lisait attentivement le document, Victor consultait ostensiblement sa montre. « 20 minutes, annonça-t-il. C'est tout ce que je peux vous accorder avant que mes investisseurs ne retirent leur offre. » Laurent l'ignora, concentré sur les réactions d'Isabelle, dont le visage se fermait progressivement au fil de sa lecture. « Monsieur Mercier, dit-elle finalement en relevant la tête, avez-vous conscience de ce que vous vous apprêtiez à signer ? » « Apparemment pas, répondit Laurent, sentant une boule se former dans sa gorge. « Pourriez-vous me l'expliquer clairement ?» Isabelle prit une profonde inspiration. Cette annexe contient plusieurs clauses problématiques. La principale, celle qui a été identifiée par... Elle regarda Sophie avec interrogation. « Ma fille, Sophie, » précisa Juliette. « Par Sophie, » reprit Isabelle avec un sourire approbateur, « stipule effectivement que vous mettez en garantie l'intégralité de vos biens personnels au Portugal, avec une clause d'exécution automatique et irrévocable en cas de performance insuffisante du projet. Cette formulation est délibérément vague et vous expose à perdre vos biens sur simple déclaration de l'autre partie. » Laurent sentit la colère monter en lui. « Et ce n'est pas abusif selon vous ?» demanda-t-il en se tournant vers Marie Duchamp. La traductrice eut un mouvement d'épaule gêné. « Les garanties personnelles sont courantes dans ce type de transaction. »« Pas dans ces termes, » coupa Isabelle fermement. « Et ce n'est pas tout. Il y a également une clause de renonciation. À tout recours judiciaire, une autre imposant la juridiction exclusive des îles Caïmans, et enfin une obligation de confidentialité perpétuelle vous interdisant de révéler les termes du contrat, même en cas de litige. » Un silence glacial s'abattit sur la pièce. Laurent fixait Philippe, son mentor de 12 ans, avec une incrédulité douloureuse. « Comment as-tu pu, Philippe » murmura-t-il. « Comment as-tu pu me faire ça ?» Philippe détourna le regard. « Les affaires sont les affaires, Laurent. C'était une opportunité exceptionnelle pour le cabinet. Une opportunité de me ruiner. » La voix de Laurent tremblait désormais de rage contenue, de me dépouiller de l'héritage familial que je t'ai confié protéger. Victor, voyant la situation lui échapper, tenta une dernière manœuvre. « Écoutez, Mercier, nous pouvons modifier ces clauses. Après tout, ce ne sont que des détails juridiques. »« Des détails ?» répéta Laurent incrédule. « Vous appelez cela des détails ?» Isabelle, qui continuait d'examiner le document, s'arrêta soudain sur une autre page. « Monsieur Mercier, saviez-vous également que ce contrat vous engage personnellement à garantir un taux d'occupation minimum de 85% pour le complexe hôtelier, sous peine de pénalité s'élevant à 2 millions d'euros par an ?» Cette nouvelle révélation acheva de convaincre Laurent. Il se leva, rassembla les documents et les rangea méthodiquement dans sa serviette. « Cette réunion est terminée, » déclara-t-il d'une voix ferme. « Et notre collaboration également, Philippe. » Philippe pâlit visiblement. « Tu ne peux pas faire ça. Tu as un contrat avec le cabinet. » « Un contrat que je me ferai un plaisir de réexaminer attentivement, » répliqua Laurent,
avec l'aide d'experts indépendants cette fois. Victor se leva à son tour, le visage durci par la colère. « Vous venez de commettre une grave erreur, Mercier. Mes associés n'apprécieront pas ce revirement. »« Vos associés des îles Caïmans, » rétorqua Laurent. « J'en prends le risque. » Étienne, resté silencieux jusqu'alors, intervint avec une fausse désinvolture. « Tout ceci est regrettable. Un simple malentendu qui aurait pu être évité si cet enfant n'avait pas interféré dans des affaires qui la dépassent. » Sophie, qui n'avait pas quitté Laurent des yeux, s'avança légèrement. « Ce n'est pas un malentendu quand on cache des choses en petit dans un contrat, » dit-elle avec une simplicité désarmante. « À l'école, on appelle ça tricher. » La remarque, dans sa franchise enfantine, figea momentanément les 4 hommes. Victor fut le premier à réagir, pointant un doigt menaçant vers Juliette. « Vous devriez apprendre la discrétion à votre fille, madame. Son avenir en dépend. » La menace à peine voilée fit frémir Juliette, mais avant qu'elle ne puisse répondre, Laurent s'interposa. « Est-ce une menace, monsieur Beaumont ?» demanda-t-il d'un ton glacial. « Parce que cela ressemblerait fortement à de l'intimidation de témoins, ce qui est un délit pénal en France. » Victor recula, déstabilisé par cette contre-attaque. « Je ne faisais que souligner l'importance de la discrétion dans notre milieu. »« Eh bien, laissez-moi souligner l'importance de l'honnêteté dans le mien, » répliqua Laurent, avant de se tourner vers Isabelle. « Madame Serra, accepteriez-vous de me remettre une attestation écrite concernant les clauses abusives que vous avez identifiées dans ce contrat ?»« Bien sûr, » acquiesça Isabelle. « Je peux vous la faire parvenir dès demain. »« Excellent. » Laurent se tourna ensuite vers Juliette et Sophie. « Quant à vous deux, j'aimerais vous parler en privé, si vous le permettez. » Juliette hésita, jetant un regard inquiet vers Philippe, qui l'observait avec une froideur calculatrice. Elle savait ce que cela signifiait, son emploi au cabinet venait de s'évaporer. Comment paierait-elle le loyer le mois prochain? Les frais de scolarité de Sophie? Nous pouvons discuter dans mon bureau, proposa Laurent, comprenant son dilemme. Philippe laissa échapper un ricanement. Ton bureau? Tu sembles oublier que tout ce qui se trouve ici appartient au cabinet, Laurent. Pas mes diplômes, ni mes affaires personnelles, répliqua Laurent calmement, que je viendrai chercher demain avec un huissier si nécessaire. Cette précision sembla déstabiliser Philippe. Il échangea un regard avec Étienne, puis fit un geste de capitulation. Fais comme bon te semble, mais n'oublie pas ton engagement de confidentialité. Celui qui figure dans un contrat potentiellement frauduleux, Laurent sourit sans joie. Je serais curieux de voir comment il résisterait à l'examen d'un juge. Sans attendre de réponse, il guida Juliette, Sophie et Isabelle hors de la salle de conférence. Alors qu'ils s'éloignaient, ils entendirent Victor exploser de colère, sa voix résonnant dans le couloir malgré les portes fermées. Dans le bureau de Laurent, l'atmosphère était plus calme, bien que chargée d'émotions contenues. Par la fenêtre, on apercevait la tour Eiffel au loin, indifférente au drame humain qui venait de se jouer. « Je vous dois des remerciements », commença Laurent en s'adressant à Sophie. « Tu m'as évité une catastrophe aujourd'hui. » Sophie, intimidée par l'attention soudaine, haussa légèrement les épaules. « J'ai juste dit ce que j'ai vu. Maman dit toujours qu'il faut dire la vérité. » Juliette passa une main tremblante dans les cheveux de sa fille. « Oui, mais j'aurais dû préciser qu'il faut parfois choisir le bon moment pour la dire. » C'était exactement le bon moment, affirma Laurent avec conviction. Quelques minutes plus tard, j'aurais signé ce contrat piégé et perdu le vignoble familial qui représente tout pour moi. Il se tourna vers Isabelle, qui observait la scène avec un intérêt professionnel. « Madame Serra, pensez-vous que ces clauses pourraient constituer une base pour une action en justice ?» Isabelle hocha la tête. « Sans aucun doute. Ce contrat présente tous les signes d'une tentative de spoliation délibérée. La question est, êtes-vous prêt à affronter un cabinet aussi puissant que Dufresne et Associés ?» Laurent regarda par la fenêtre, pensif. « Je ne suis pas sûr, mais je sais que je ne peux pas laisser passer cela, ne serait-ce que pour éviter qu'il ne piège quelqu'un d'autre à l'avenir. » Aqui está o terceiro capítulo. Nele desenvolvemos a confirmação da armadilha no contrato através da tradutora independente e aprofundamos os personagens e suas motivações. Continuarei com o 4º capítulo, onde veremos as consequências imediatas da intervenção de Sophie e as decisões que Laurent terá que tomar.
Juliette observait Laurent avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. Cette situation lui rappelait douloureusement son propre passé, lorsqu'elle avait tenté de dénoncer des irrégularités dans son ancienne entreprise. Le prix de cette honnêteté avait été sa carrière, puis indirectement la vie de son mari, victime d'un accident suspect quelques mois plus tard. « Monsieur Mercier, » dit-elle doucement, « je suis désolé pour les ennuis que nous vous avons causés. Je comprends que vous soyez en colère. » Laurent se tourna vers elle, surpris. « En colère? Contre vous? Bien au contraire, Madame Moreau. Votre fille m'a rendu un service inestimable aujourd'hui. C'est envers Philippe et les autres que ma colère est dirigée. » Sophie, qui examinait avec curiosité les ouvrages juridiques alignés sur les étagères, se retourna. « Est-ce que vous allez perdre votre travail, monsieur ?» La question, posée avec la franchise désarmante de l'enfance, arracha un sourire à Laurent. « Probablement, oui, mais mieux vaut perdre un emploi que son intégrité, et le vignoble de mes ancêtres. »« Et vous, maman ?» poursuivit Sophie, son regard vif se tournant vers Juliette. « Est-ce que vous allez perdre votre travail aussi ?» Juliette hésita, cherchant ses mots. Comment expliquer à une enfant de 10 ans les conséquences probables de ce qui venait de se passer? Philippe Dufresne n'était pas homme à pardonner une telle humiliation. « Je trouverai autre chose, » répondit-elle avec un optimisme qu'elle était loin de ressentir. « Ne t'inquiète pas pour ça. » Isabelle, qui était restée silencieuse, intervint alors. « J'ai peut-être une solution temporaire. Le cabinet d'avocats où je travaille régulièrement cherche justement quelqu'un pour gérer l'accueil et l'administration. Ce n'est pas un poste très prestigieux, mais... » « Je serais intéressé, » l'interrompit Juliette avec empressement. Très intéressé. Laurent les observait, pensif. Une idée commençait à se former dans son esprit, mais il avait besoin de temps pour la mûrir. Il s'approcha de son bureau et en sortit une carte de visite qu'il tendit à Juliette. « Voici mes coordonnées personnelles. J'aimerais rester en contact avec vous deux. » Juliette prit la carte, confuse. « Pourquoi ?»« J'ai besoin de réfléchir à la suite, » expliqua Laurent. « Mais je sais déjà que je ne continuerai pas avec Dufresne et Associés. Et je n'oublierai pas ce que votre fille a fait pour moi aujourd'hui. » Il se tourna vers Sophie avec un sourire chaleureux. « Tu aimes les langues, n'est-ce pas? C'est impressionnant, ton niveau de portugais à ton âge. » Sophie hocha la tête, son visage s'illuminant. « J'adore les langues. J'apprends aussi l'anglais et l'espagnol à l'école. Et je lis beaucoup de livres sur le droit parce que je veux être avocate plus tard, pour défendre les gens contre les injustices. » Cette déclaration, prononcée avec une conviction touchante, émut profondément Laurent. Il y reconnaissait l'idéalisme qu'il avait lui-même poussé vers cette profession avant que les compromis du monde réel ne viennent l'éroder. « C'est un bel objectif, » approuva-t-il. « Le monde a besoin d'avocats intègres. » Isabelle jeta un coup d'œil à sa montre. « Je dois retourner au tribunal. Laurent, je vous enverrai mon attestation ce soir. Juliette, je parlerai au cabinet Rousseau & Martin dès demain pour le poste. » Après le départ d'Isabelle, un silence s'installa dans le bureau. Laurent s'approcha de la fenêtre, contemplant la ville qui s'étendait au-delà des vitres. Ses pensées tourbillonnaient. En l'espace d'une heure, sa carrière soigneusement construite venait de s'effondrer. Et pourtant, il se sentait étrangement libéré, comme si un poids invisible avait été retiré de ses épaules. « Nous devrions y aller aussi, » murmura Juliette, consciente de l'intrusion dans ce moment de réflexion. Laurent se retourna. « Attendez, j'ai une proposition à vous faire. » À cet instant, la porte du bureau s'ouvrit brusquement. Philippe Dufresne se tenait dans l'encadrement, le visage déformé par la colère. « Tu as perdu la raison, Laurent? Victor Beaumont vient d'appeler nos clients suisses pour leur dire que tu as fait capoter l'affaire. » Laurent resta imperturbable. « J'ai empêché une fraude, Philippe. C'est différent. » « Une fraude ?» Philippe éclata d'un rire sans joie. « C'est comme ça que tu vois les affaires, des clauses standards dans un contrat complexe, et tu cries à la fraude à cause des divagations. D'une gamine ?» Son regard méprisant se posa sur Sophie qui, instinctivement, se rapprocha de sa mère. « Cette gamine, comme tu dis, a fait preuve de plus d'intégrité que toi, » répliqua Laurent, sa voix dangereusement calme. « Elle a vu ce que je n'ai pas vu, que mon supposé mentor essayait de me piéger. » Philippe s'avança dans la pièce, ignorant délibérément Juliette et Sophie. « Je t'ai tout donné, Laurent. Je t'ai fait entrer dans ce cabinet quand personne d'autre ne voulait d'un étranger sans réseau. Je t'ai confié des dossiers prestigieux. Et voilà comment tu me remercies. En me dépouillant de mon patrimoine familial.
Quel généreux mentor tu fais. C'était une opportunité unique, s'emporta Philippe. Victor a des connexions partout en Europe. Il pouvait ouvrir des portes que tu n'imagines même pas. Des portes ou des pièges, répliqua Laurent, reprenant les mots qu'il avait adressés à Victor plus tôt. Philippe sembla soudain remarquer la présence de Juliette et Sophie. Son visage se durcit. « Quant à vous, Madame Moreau, inutile de revenir demain. Vous êtes licenciée, et je veillerai personnellement à ce qu'aucun cabinet juridique de Paris ne vous embauche. » Juliette pâlit mais garda la tête haute. Elle avait anticipé cette réaction, mais l'entendre formuler à voix haute était néanmoins un choc. « Sur quel motif ?» intervint Laurent. « Avoir laissé sa fille dire la vérité ? Cela ressemble à un licenciement abusif, Philippe. Je serais curieux de voir comment le Conseil des prud'hommes l'interpréterait. » Philippe le fusilla du regard. « Ne me menace pas, Laurent. Tu n'as aucune idée de ce dont je suis capable. »« Au contraire, » répondit Laurent calmement. « Je commence à avoir une idée très précise de ce dont tu es capable. Et c'est précisément pourquoi notre collaboration s'arrête ici. » Quelque chose dans son ton dut alerter Philippe, car son expression changea subtilement. Derrière l'arrogance apparut une lueur d'inquiétude. « Ne fais rien que tu pourrais. »« Regretter, Laurent, » dit-il d'une voix qui se voulait menaçante, mais trahissait une nervosité nouvelle. « Nous avons tous les deux beaucoup à perdre dans cette histoire. »« La différence, c'est que j'ai déjà tout perdu, » répliqua Laurent. « Mon emploi, ma confiance en toi, peut-être même ma réputation si Victor met ses menaces à exécution. Que me reste-t-il à craindre ?» Sophie, qui suivait cet échange avec une attention soutenue, s'avança soudain. « Monsieur Dufresne, dit-elle d'une voix claire, ma maîtresse d'école dit toujours que quand on fait une erreur, il faut avoir le courage de s'excuser. » Le visage de Philippe se figea dans une expression d'incrédulité. Il fixa l'enfant comme s'il ne pouvait croire à son audace. « Ta maîtresse d'école, articula-t-il lentement, n'a visiblement aucune idée de comment fonctionne le monde réel, petite. Dans le vrai monde, on n'obtient rien avec des excuses. »« Peut-être est-ce justement le problème, » intervint Juliette, trouvant un courage inattendu dans l'innocente sagesse de sa fille. « Peut-être que si plus de gens comme vous s'excusaient de leurs erreurs, le monde fonctionnerait mieux. » Philippe eut un mouvement de recul, comme frappé par ces paroles simples. Pendant un instant, quelque chose vacilla dans son regard, peut-être une trace de l'homme qu'il avait été avant que l'ambition et la cupidité ne l'endurcissent. Mais cela ne dura qu'une seconde. Son visage reprit son masque de froideur calculatrice. « Vous avez jusqu'à demain matin pour vider votre bureau, Mercier, » déclara-t-il avant de tourner les talons et de quitter la pièce, claquant la porte derrière lui. Un silence pesant s'installa. Laurent se laissa tomber dans son fauteuil, soudain épuisé par la confrontation. Juliette, ne sachant que dire, commença à rassembler ses affaires, prête à partir. « Attendez, » dit Laurent. « J'étais sérieux quand je disais avoir une proposition pour vous. » Juliette s'immobilisa méfiante. L'expérience lui avait appris à se méfier des propositions venant d'hommes en position de pouvoir. « Quel genre de proposition ?» demanda-t-elle prudemment. Laurent sembla percevoir sa réticence, car son expression s'adoucit. « Rien d'inapproprié, je vous assure. Je réfléchis depuis quelques mois à créer mon propre cabinet. Cette situation avec Philippe vient simplement d'accélérer les choses. »« Et quel rapport avec nous ?» interrogea Juliette, toujours sur ses gardes. « J'aurais besoin d'une assistante administrative, quelqu'un d'organisé, discret et visiblement doté d'un solide sens moral. Quelqu'un comme vous, Madame Moreau. » Juliette écarquilla les yeux, prise au dépourvu par cette offre inattendue. « Mais vous ne me connaissez pas. Vous ne savez rien de mes compétences. Je sais que vous avez élevé une fille remarquablement intelligente et courageuse, » répondit Laurent en souriant à Sophie. « Cela en dit long sur vous. Pour le reste, nous aurons tout le temps de faire connaissance professionnellement. » Il se tourna vers Sophie. « Quant à toi, jeune fille, je pourrais t'offrir un stage d'observation pendant les vacances scolaires. Si tu veux devenir avocate, autant commencer à voir comment fonctionne un cabinet juridique de l'intérieur. » Les yeux de Sophie s'illuminèrent d'excitation. « Vraiment ? Je pourrais assister à des procès, lire de vrais dossiers. » Laurent rit, touché par son enthousiasme. « Commençons modestement. Mais oui, tu pourras observer certaines audiences publiques, et je te montrerai quelques dossiers simplifiés. » Juliette, cependant, restait hésitante. « C'est extrêmement généreux de votre part, monsieur Mercier. Mais je ne peux m'empêcher de me demander pourquoi. Est-ce certes par gratitude? Parce que, si c'est le cas, ce n'est pas nécessaire.
Sophie a simplement fait ce qui était juste. Laurent la regarda longuement avant de répondre. Ce n'est pas seulement de la gratitude, Madame Moreau, c'est aussi une question de valeur. Ce que votre fille a fait aujourd'hui, dire la vérité au risque de déplaire, défendre ce qui est juste face à des adultes puissants, c'est exactement ce que je veux que mon futur cabinet représente. L'intégrité n'est pas une qualité répandue dans notre profession, malheureusement. Il se leva et s'approcha de la fenêtre à nouveau. Il y a 12 ans, quand je suis arrivé en France, j'avais des idéaux. Je voulais pratiquer un droit au service de la justice, pas seulement des profits. Philippe m'a pris sous son aile. Et petit à petit, sans même que je m'en rende compte, j'ai commencé à faire des compromis, à accepter cette culture du « c'est comme ça que les affaires fonctionnent ». Il se retourna vers elle. Aujourd'hui, votre fille m'a rappelé pourquoi j'ai choisi cette profession. Si je crée mon propre cabinet, je veux m'entourer de personnes qui partagent ces valeurs, qui me rappelleront mes principes quand je risquerai de les oublier. Juliette sentit une émotion inattendue l'envahir. Les paroles de Laurent résonnaient en elle, faisant écho à ses propres désillusions professionnelles, à cette époque où elle aussi croyait pouvoir changer les choses. Aqui está o quarto capítulo da história. Nele aprofundamos o conflito direto com Philippe Dufresne e apresentamos a proposta de Laurent para Juliette e Sophie, estabelecendo as bases para a evolução dos personagens. No próximo capítulo, vou continuar desenvolvendo as complicações e os desafios que os personagens enfrentam após esta ruptura. Après un long moment de réflexion, Juliette prit une profonde inspiration. « Osa, d'accord, monsieur Mercier. J'accepte votre proposition. Quand souhaitez-vous commencer ?» Le visage de Laurent s'éclaira d'un sourire sincère. « Appelez-moi Laurent, s'il vous plaît. Et nous commencerons dès que j'aurai trouvé des locaux. Disons dans 2 ou 3 semaines. »« Parfait, » acquiesça Juliette. « Cela me laisse le temps de régler quelques affaires personnelles. » Laurent leur tendit la main, scellant leur accord par une poignée de main ferme. Sophie, excitée par ce nouveau départ, ne tenait plus en place. « Est-ce que je pourrais avoir un bureau, moi aussi ?» demanda-t-elle avec un sérieux qui fit sourire les 2 adultes. « Pendant tes stages, bien sûr, » promit Laurent. « Mais n'oublie pas que l'école reste ta priorité. » Ils quittèrent ensemble l'immeuble de Dufresne et Associés, Laurent portant une boîte contenant ses effets personnels les plus importants. Il reviendrait le lendemain avec un huissier pour récupérer le reste, comme promis. Dans le hall d'entrée, ils croisèrent Marie Duchamp qui partait également. La traductrice détourna le regard, visiblement mal à l'aise. Laurent s'arrêta un instant. « Vous saviez, n'est-ce pas ?» demanda-t-il doucement. « Vous saviez ce que contenait réellement ce contrat ?» Marie hésita, puis hocha imperceptiblement la tête. « Je suis désolé, Laurent. J'ai une famille à nourrir, des factures à payer. »« Nous avons tous des responsabilités, » répondit-il sans animosité. « Mais nous avons aussi des choix. Au revoir, Marie. » Sur le trottoir, Laurent hésita un moment. « Puis-je vous offrir un café ? J'aimerais discuter plus en détail de mon projet de cabinet. » Juliette consulta sa montre. « Sophie doit être rentrée pour son cours d'anglais à 18 heures, mais nous avons un peu de temps. » Ils trouvèrent un café tranquille à quelques rues de là. Pendant que Sophie dégustait un chocolat chaud, Laurent exposa sa vision. Un cabinet spécialisé en droit international, mais axé sur l'éthique des affaires et la protection des clients vulnérables, notamment face aux barrières linguistiques. « J'ai connu ça, expliqua-t-il. Signer des documents dans une langue qu'on ne maîtrise pas parfaitement. Faire confiance parce qu'on n'a pas le choix. Je veux offrir une alternative. » Juliette l'écoutait attentivement, posant des questions pertinentes qui révélaient une compréhension fine du monde des affaires. Laurent en fut impressionné. « Vous semblez bien connaître ce domaine, remarqua-t-il. » Juliette hésita puis décida que la franchise s'imposait si elle devait travailler avec lui. « J'ai été directrice adjointe d'une société d'import-export pendant 6 ans. Avant que tout ne s'écroule. Que s'est-il passé ?» demanda doucement Laurent. Le regard de Juliette se perdit un instant dans le vague. « J'ai signalé des irrégularités comptables au conseil d'administration. Je pensais, naïvement, qu'il voudrait les corriger. Au lieu de cela, j'ai été licencié pour faute grave, fabriqué de toutes pièces. Bien entendu. » Elle jeta un coup d'œil à Sophie qui semblait absorbée par son cahier de dessin. Mais Laurent savait qu'elle écoutait. « Mon mari était chauffeur pour la même entreprise, » poursuivit Juliette à voix basse. Quelques mois plus tard, il a eu un accident de voiture. Les freins seraient lâchés selon le rapport officiel. Laurent sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Vous pensez que ce n'était pas accidentel ?»« Je n'ai jamais pu le prouver, » répondit-elle simplement.
Mais Henri était méticuleux avec l'entretien de ses véhicules, et l'enquête a été classée avec une rapidité suspecte. Un silence lourd s'installa, rompu finalement par Sophie, qui releva la tête de son dessin. Papa disait toujours que la vérité finit par éclater. Comme une graine qui pousse à travers le béton, dit-elle avec une sagesse qui dépassait largement son âge. C'est juste que parfois ça prend du temps. Juliette caressa tendrement les cheveux de sa fille. Ton père serait très fier de toi aujourd'hui, ma chérie. Laurent les observait, ému par ce lien visible entre la mère et la fille, par leur résilience face à l'adversité. Il comprenait maintenant pourquoi Sophie avait ce sens aigu de la justice, cette capacité à détecter l'injustice cachée derrière les apparences de normalité. « Votre histoire me confirme que j'ai fait le bon choix », dit-il finalement. « Mon cabinet aura besoin de personnes qui comprennent viscéralement l'importance de l'intégrité. » Ils se séparèrent 1 heure plus tard, après avoir échangé leurs numéros personnels. Laurent promit de les contacter dès qu'il aurait avancé sur les aspects logistiques de son projet. Sur le chemin du retour, dans le métro bondé qui les ramenait vers Montreuil, Sophie ne tenait pas en place. « Tu te rends compte, maman, je vais faire un stage dans un vrai cabinet d'avocat. » Juliette sourit, contaminée par l'enthousiasme de sa fille. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentait une lueur d'espoir s'allumer en elle. Peut-être que la roue tournait enfin dans le bon sens. Cette sensation positive fut cependant de courte durée. En rentrant dans leur petit appartement, Juliette trouva une lettre de l'école Saint-Exupéry l'informant que la bourse partielle de Sophie ne serait pas renouvelée pour le trimestre suivant, en raison de restrictions budgétaires. Le timing ne pouvait être plus suspect. Philippe Dufresne siégeait au conseil d'administration de l'école, un fait dont Juliette n'avait jamais fait grand cas jusqu'à présent. Maintenant, cette coïncidence prenait une dimension sinistre. Elle dissimula son inquiétude à Sophie, ne voulant pas ternir sa joie. Mais une fois sa fille endormie, Juliette se laissa tomber sur le canapé, accablée. Sans la bourse, les frais de scolarité deviendraient inabordables. Et l'école publique du quartier, avec ses classes surchargées et son programme standard, ne permettrait pas à Sophie de développer pleinement ses capacités exceptionnelles. Son téléphone vibra, indiquant un message. C'était Laurent. « Bonjour Juliette. J'ai trouvé des locaux potentiels dans le 11e arrondissement. Disponible immédiatement. Pourriez-vous venir les visiter avec moi demain ?» Laurent. Ce message raviva un peu son espoir. L'offre de Laurent était arrivée providentiellement. Mais serait-ce suffisant? Le salaire qu'il pourrait lui offrir dans un cabinet débutant couvrirait-il les frais de scolarité complets de Sophie? Le lendemain matin, alors qu'elle accompagnait Sophie à l'école, Juliette remarqua une voiture noire stationnée à distance. L'homme au volant semblait les observer. Un frisson d'inquiétude la traversa. Était-ce son imagination? La paranoïa née des événements traumatisants de son passé. À l'école, la directrice Madame Lefebvre l'accueillit avec une froideur inhabituelle. « Madame Moreau, pourriez-vous passer à mon bureau après les cours? J'aimerais discuter de la situation de Sophie. » « Quel genre de situation ?» demanda Juliette immédiatement sur la défensive. « Des problèmes de comportement ont été signalés. Rien de grave, mais nous devons en parler. » Juliette connaissait sa fille. Sophie, malgré sa vivacité d'esprit, était d'un naturel calme et respectueux des règles. Ces soudains problèmes de comportement sonnaient faux. « Est-ce en rapport avec la lettre concernant sa bourse ?» demanda-t-elle directement. Madame Lefebvre parut momentanément déstabilisée. « Les deux sujets sont distincts, Madame Moreau. La révision des bourses est une décision du conseil d'administration sur laquelle je n'ai aucune influence. »« Bien sûr, » répondit Juliette peu convaincue, « je serai là à 16 heures. » La journée passa lentement. Juliette se rendit aux locaux que Laurent avait repérés. Un ancien cabinet médical au charme discret, bien situé et financièrement accessible. Elle l'aida à évaluer les aménagements nécessaires, discuta des aspects pratiques de l'installation. Laurent semblait apprécier ses suggestions, la traitant d'emblée comme une collaboratrice à part entière, pas comme une simple employée. À 15 heures, elle prit congé pour son rendez-vous à l'école, expliquant brièvement la situation à Laurent. « Philippe Dufresne est au conseil d'administration, vous dites ?» Laurent fronça les sourcils. « Ce n'est pas une coïncidence. Il cherche à vous atteindre à travers Sophie. »« Je le crains aussi, » admit Juliette. « Mais je ne peux pas le prouver. » Laurent réfléchit un moment. « Laissez-moi vous accompagner à ce rendez-vous. Pourquoi feriez-vous cela ?» demanda Juliette, surprise par cette offre. « Parce que nous sommes désormais associés dans cette aventure, » répondit Laurent avec simplicité, « et parce que je déteste l'injustice,
surtout quand elle touche une enfant innocente. À l'école Saint-Exupéry, l'arrivée de Juliette accompagnée d'un homme élégant en costume provoqua quelques regards curieux. Dans le bureau de la directrice, Laurent se présenta comme l'avocat de la famille Moreau, ce qui fit légèrement pâlir Madame Lefebvre. « Je ne savais pas que cette rencontre nécessitait la présence d'un avocat, » dit-elle avec une nervosité manifeste. « Simple précaution, » répondit Laurent avec un sourire poli. « Alors, ces fameux problèmes de comportement. » La directrice consulta un dossier devant elle. Il a été rapporté que Sophie aurait tenu des propos inappropriés concernant certains parents d'élèves. Des accusations de malhonnêteté dans leurs affaires. Juliette échangea un regard incrédule avec Laurent. L'accusation était si manifestement fabriquée qu'elle en devenait presque risible. « Quand exactement ces propos auraient-ils été tenus ?» demanda Laurent, glissant naturellement dans son rôle professionnel. « Et qui les aurait entendus ?»« Hier après-midi, pendant la récréation. Plusieurs élèves l'auraient rapporté à leur professeur. »« Hier après-midi ?» Juliette ne put retenir un rire sans joie. « C'est impossible. Sophie était avec moi hier après-midi. Nous étions... » Elle s'interrompit, regardant Laurent qui hocha imperceptiblement la tête, l'autorisant à révéler l'information. « Nous étions en réunion au cabinet juridique Dufresne & Associés jusqu'à 17h30. Aqui está o quinto capítulo da história. Nele, desenvolvo as retaliações que começam a surgir contra Juliette e Sophie, mostrando como Philippe Dufresne tenta usar sua influência para prejudicá-las. Também aprofundamos o vínculo que se forma entre Laurent, Juliette e Sophie, enquanto o projeto do novo escritório de advocacia começa a tomar forma. No próximo capítulo, continuarei com o confronto na escola e as novas complicações que surgem. » Madame Lefebvre parut décontenancée. Elle feuilleta nerveusement le dossier devant elle, comme si elle cherchait une échappatoire. « Il doit y avoir une confusion de date, » marmonna-t-elle. « Quoi qu'il en soit, nous avons également constaté une baisse des performances académiques de Sophie ces dernières semaines. »« Vraiment ?» intervint Laurent. « Pourrions-nous voir ces récentes évaluations ?» La directrice hésita, puis sortit un autre dossier qu'elle ouvrit avec réticence. Les notes de Sophie démentaient catégoriquement cette affirmation. Que des A et A+ dans toutes les matières, avec des commentaires élogieux des enseignants sur sa participation et sa rigueur. « Il me semble que les performances de Sophie sont exemplaires, » observa Laurent. « Ces accusations paraissent donc non seulement infondées, mais délibérément mensongères. Ce qui soulève une question, pourquoi l'école cherche-t-elle soudainement à discréditer une de ses meilleures élèves ?» Madame Lefebvre rougit violemment. « Je ne fais que transmettre les informations qui m'ont été communiquées. »« Par qui exactement ?» insista Laurent. « Le conseil d'administration a exprimé certaines préoccupations. »« Ah, le conseil d'administration » reprit Laurent en hochant lentement la tête. « Celui qui vient justement de supprimer la bourse de Sophie. Celui où siège Philippe Dufresne, n'est-ce pas ?» La directrice déglutit péniblement, prise au piège. « Monsieur Dufresne est un bienfaiteur important de notre établissement. Ses opinions sont naturellement prises en considération. »« Ses opinions ou ses vendettas personnels ?» demanda Juliette, incapable de contenir sa colère plus longtemps. Laurent posa une main apaisante sur son bras avant de reprendre avec un calme glacial. « Madame la directrice, laissez-moi être parfaitement clair. Nous sommes face à ce qui ressemble fort à du harcèlement institutionnel motivé par des représailles. Si la bourse de Sophie n'est pas immédiatement rétablie et ses accusations fallacieuses retirées, nous nous verrons contraints d'engager des poursuites contre l'école pour discrimination et diffamation. » Il sortit une carte professionnelle, l'une des anciennes de Dufresne & Associés, remarqua Juliette, et la posa sur le bureau. « Je représenterai personnellement la famille Moreau dans cette affaire, et je vous garantis que la publicité qui en résultera ne sera pas favorable à la réputation de Saint-Exupéry. » Madame Lefebvre fixa la carte avec une expression horrifiée. « Je dois consulter le conseil. Je ne peux pas prendre seul cette décision. »« Bien entendu, » acquiesça Laurent. « Vous avez jusqu'à demain midi. Passé ce délai, nous déposerons une plainte officielle auprès du rectorat et du procureur, avec copie à la presse. » En quittant le bureau, Juliette tremblait, partagée entre gratitude envers Laurent et inquiétude pour l'avenir de sa fille. Dans la cour de l'école, Sophie les attendait, assise sur un banc plongée dans un livre. « Comment s'est passé le rendez-vous » demanda-t-elle en les voyant approcher. « Nous avons clarifié certains malentendus » répondit Laurent avec un sourire rassurant.
Rien dont tu doives t'inquiéter. Sophie les observa tour à tour, son regard perspicace détectant leur tension malgré leurs efforts pour la dissimuler. « C'est à cause de ce qui s'est passé hier, n'est-ce pas? Monsieur Dufresne est fâché contre nous. » Juliette s'agenouilla pour être à la hauteur de sa fille. « Oui, ma chérie, mais ce n'est pas ta faute. Tu as fait ce qui était juste, et nous sommes très fiers de toi. Mais maintenant vous avez des problèmes, » poursuivit Sophie, sa voix trahissant une maturité précoce. « Vous avez perdu votre travail, et ils veulent peut-être me faire quitter l'école. » Laurent s'accroupit à son tour. « Écoute-moi bien, Sophie, ce que tu as fait hier, défendre la vérité face à des adultes puissants, c'est exactement ce que font les bons avocats. C'est courageux, et ça a un prix parfois, mais c'est toujours la bonne décision. Comme papa quand il a refusé de transporter des colis suspects pour son patron, » demanda Sophie, révélant un aspect du passé que Juliette n'avait jamais mentionné à Laurent. « Exactement, » confirma Juliette, la gorge nouée par l'émotion. « Ton père a toujours choisi l'intégrité, même quand c'était difficile. Et regardez où ça l'a mené, » murmura Sophie, une ombre voilant son regard habituellement lumineux. Ce commentaire, empreint d'une tristesse résignée, frappa Laurent en plein cœur. Il échangea un regard avec Juliette, comprenant soudain la profondeur du traumatisme que cette famille avait traversé. « Sophie, » dit-il doucement, « l'intégrité n'est pas toujours récompensée immédiatement. Parfois, ceux qui choisissent la facilité semblent s'en sortir mieux pendant un temps. Mais ce n'est qu'une illusion. Comment pouvez-vous en être sûr ?» demanda-t-elle, son scepticisme enfantin tintant sa voix. Laurent réfléchit un instant, cherchant ses mots. « Parce que j'ai vu les deux côtés. J'ai travaillé avec des gens comme Philippe Dufresne pendant des années. Ils accumulent peut-être argent et pouvoir, mais ils ne dorment jamais tranquilles. Ils vivent dans la peur constante que leurs mensonges soient découverts. » Il posa doucement sa main sur l'épaule de Sophie. « Ton père a peut-être payé un prix terrible pour son intégrité, mais il a pu regarder sa fille dans les yeux sans honte jusqu'à son dernier jour. C'est une richesse que Philippe Dufresne ne connaîtra jamais. » Les yeux de Sophie s'embuèrent légèrement, mais elle hocha la tête, semblant trouver une forme de réconfort dans ses paroles. « Et pour ton école, » poursuivit Laurent, « ne t'inquiète pas. Nous ne les laisserons pas te punir pour avoir dit la vérité. » Juliette sentit une bouffée de gratitude envers cet homme qu'elle connaissait à peine, mais qui défendait sa fille avec tant de conviction. Pour la première fois depuis longtemps, elle n'était plus seule face à l'adversité. « Venez, » proposa Laurent. « Allons manger une glace, et je vous montrerai les photos des locaux que nous avons visités ce matin. » La soirée qu'ils passèrent ensemble avait quelque chose d'irréel pour Juliette. Après des années de lutte solitaire, se retrouver en compagnie d'un adulte qui partageait ses valeurs, qui comprenait ses combats sans jugement, lui procurait un sentiment étrange, presque oublié, celui d'appartenance. Ils discutèrent du futur cabinet, de l'aménagement des bureaux, des premiers clients potentiels. Laurent avait déjà reçu des appels d'anciens clients personnels qui souhaitaient le suivre dans sa nouvelle aventure. Sophie participait avec enthousiasme, proposant des idées pour la décoration du coin enfant qu'elle imaginait pour les clients accompagnés de leur famille. Vers 20h, alors qu'ils se séparaient devant la station de métro, Laurent tendit à Juliette une enveloppe. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle surprise. « Une avance sur votre premier salaire, » expliqua-t-il, « pour couvrir les frais de scolarité de Sophie si l'école refuse de rétablir sa bourse. » Juliette rougit, partagée entre fierté et reconnaissance. « Je ne peux pas accepter. Vous n'avez même pas encore de cabinet opérationnel. Considérez cela comme un investissement dans notre future collaboratrice, » répondit Laurent avec un sourire. « Sophie sera une brillante avocate un jour. Je mise sur son avenir. » Après une hésitation, Juliette accepta l'enveloppe, comprenant que la refuser aurait blessé Laurent. « Je vous rembourserai dès que possible. Nous verrons cela plus tard, » dit-il simplement avant de les saluer et de s'éloigner. Sur le chemin du retour, Sophie était inhabituellement silencieuse, perdue dans ses pensées. « À quoi réfléchis-tu, ma chérie ?» demanda Juliette. « Je me demandais, est-ce que Monsieur Laurent pourrait être amoureux de toi ?» Juliette manqua de trébucher, prise au dépourvu par cette question directe. « Quoi? Non, bien sûr que non. Nous nous connaissons à peine. C'est une relation professionnelle. Mais il nous aide beaucoup, » insista Sophie, « et il te regarde d'une façon spéciale. »« Une façon spéciale ?» répéta Juliette, sentant une chaleur inattendue lui monter aux joues. « Comme si tu étais précieuse,
précisa Sophie avec cette simplicité désarmante qui la caractérisait, comme si ce que tu disais comptait vraiment pour lui. Juliette ne sut que répondre. Depuis la perte de son mari, elle s'était tellement concentrée sur la survie, sur l'éducation de Sophie, qu'elle avait relégué sa vie sentimentale à un avenir hypothétique, presque impensable. Le lendemain matin, à 11 heures, son téléphone sonna. C'était Madame Lefebvre. « Madame Moreau, dit-elle d'une voix contrainte, j'ai le plaisir de vous informer que le conseil d'administration a reconsidéré sa décision concernant la bourse de Sophie. Elle sera maintenue pour l'année scolaire complète. De plus, les inquiétudes concernant son comportement ont été dissipées. Il s'agissait effectivement d'une confusion. Juliette ferma les yeux, laissant le soulagement l'envahir. « Je vous remercie de cette nouvelle, Madame la directrice. Sophie en sera ravie. Une dernière chose, ajouta Madame Lefebvre, avec une hésitation perceptible. Monsieur Dufresne a démissionné du conseil d'administration ce matin pour raisons personnelles. Je tenais à vous en informer. » Cette information supplémentaire surprit Juliette. Qu'est-ce qui avait pu pousser Philippe Dufresne à battre si rapidement en retraite? Laurent avait-il exercé une pression dont il ne lui avait pas parlé? Elle appela Laurent immédiatement pour lui annoncer la bonne nouvelle. « C'est excellent », approuva-t-il. « Et pas entièrement surprenant. Philippe a toujours été sensible à la menace d'un scandale public. Mais comment expliquer sa démission du conseil? S'étonna Juliette. Il y eut un court silence à l'autre bout de la ligne. « Disons que j'ai eu une conversation franche avec lui ce matin. » « Quel genre de conversation ?» insista Juliette, intriguée. « Le genre qui inclut des mentions de documents compromettants que j'aurais pu conserver durant mes années au cabinet, » répondit Laurent avec une légèreté qui ne trompa pas Juliette. « Vous l'avez fait chanter ?» demanda-t-elle, mi-choquée, mi-admirative. « Disons que j'ai utilisé les armes qu'il m'a lui-même enseignées, » répliqua Laurent, avec une différence cruciale. « Je les ai employées pour protéger une enfant innocente, pas pour m'enrichir aux dépens d'autrui. » Juliette ne savait que penser. Une part d'elle admirait l'efficacité de Laurent et sa détermination à les défendre. Une autre s'inquiétait de cette zone grise morale où il semblait naviguer avec aisance. « Ne vous inquiétez pas, » ajouta Laurent, comme s'il lisait dans ses pensées. « Je n'ai fait que suggérer l'existence de ces documents. Parfois, la simple menace suffit avec des hommes comme Philippe qui ont beaucoup à perdre. » « Est-ce vraiment différent de ce qu'il fait lui-même » demanda doucement Juliette. « La fin justifie-t-elle les moyens, voulez-vous dire ?» Laurent soupira. « C'est une question que je me pose souvent. Je n'ai pas de réponse parfaite, Juliette. Je sais seulement que certaines injustices doivent être combattues, même si les méthodes ne sont pas toujours conventionnelles. » Cette réponse, d'une honnêteté désarmante, toucha Juliette plus qu'une justification élaborée. Laurent n'était pas parfait, mais il était authentique dans son imperfection. « J'ai une bonne nouvelle de mon côté aussi, » poursuivit-il, changeant de sujet. « J'ai signé le bail pour les locaux ce matin. Nous pourrons commencer l'aménagement dès lundi. »« C'est merveilleux !» s'exclama Juliette, sincèrement enthousiaste. « Sophie sera folle de joie. J'ai pensé que nous pourrions célébrer cela tous les trois ce week-end. Un pique-nique au jardin du Luxembourg, peut-être? Si vous n'avez pas d'autres projets, bien sûr. » Juliette hésita un instant, les paroles de Sophie sur la façon dont Laurent la regardait lui revenant à l'esprit. Était-ce vraiment une proposition purement amicale et professionnelle? « Ce serait avec plaisir, » répondit-elle finalement. Sophie adore le Luxembourg. Le samedi après-midi, sous un soleil printanier qui baignait Paris d'une lumière dorée, ils s'installèrent près du grand bassin où les enfants faisaient naviguer leurs petits bateaux. Sophie, après avoir dévoré un sandwich, obtint la permission d'aller observer les bateaux de plus près, laissant les deux adultes seuls. « Votre fille est extraordinaire, » dit Laurent en suivant Sophie du regard. « Elle me rappelle mon neveu à Lisbonne. La même curiosité insatiable, la même perspicacité. Elle tient ça de son père, » répondit Juliette avec un sourire mélancolique. Henri était professeur de littérature comparé à la Sorbonne. Un homme brillant, passionné par les langues et les cultures. Il aurait tant aimé voir Sophie grandir, développer ses talents. Laurent l'observa un moment en silence. « Vous l'aimez toujours ?» Ce n'était pas une question, mais une constatation empreinte de respect. Juliette hocha lentement la tête. « Il sera toujours une part de moi. » Le père de Sophie, l'homme qui m'a appris la valeur du courage moral. Mais elle s'interrompit, cherchant ses mots. « A qui eta au sexto capitulo da historia. Nel
Resolvi a situação da escola de Sophie através da intervenção de Laurent. Aprofundei o relacionamento entre os três personagens principais e comecei a desenvolver uma possível conexão romântica entre Laurent e Juliette. No próximo capítulo, continuarei com o desenvolvimento do escritório de advocacia e as novas complicações qui surgem. Mais? Encouragea doucement Laurent. Juliette prit une profonde inspiration. Mais la vie continue. Henri me disait toujours que le plus grand hommage qu'on puisse rendre aux absents est de vivre pleinement, pas de s'enterrer avec eux. Elle eut un sourire triste. C'est plus facile à dire qu'à faire, bien sûr. Laurent hocha la tête, compréhensif. Je n'ai jamais connu ce genre d'amour, admit-il. Ma carrière a toujours pris le dessus. Une succession de relations sans profondeur, des femmes qui s'intéressaient que plus à l'avocat prospère qu'à l'homme derrière le costume. Et maintenant que vous n'êtes plus l'avocat prospère de Dufresne et Associés, demanda Juliette avec une pointe de taquinerie. Laurent rit. Maintenant, je découvre une certaine liberté, celle d'être enfin moi-même, sans compromis. C'est effrayant et exaltant à la fois. Leurs regards se croisèrent, et pendant un instant, quelque chose passa entre eux, une reconnaissance mutuelle, une compréhension silencieuse de leurs blessures respectives et de leur désir commun de reconstruire quelque chose de meilleur. Sophie revint en courant, les joues rosies par l'excitation. « Maman, Laurent, il y a un monsieur qui fait des marionnettes près du kiosque à musique. On peut aller voir ?» L'après-midi s'écoula dans une atmosphère de légèreté que Juliette n'avait pas connue depuis longtemps. Observer Laurent interagir avec Sophie, l'écoutant avec une attention sincère, répondant à ses questions sans condescendance, riant de ses plaisanteries, lui réchauffait le cœur. Sophie, de son côté, s'épanouissait sous cette attention masculine bienveillante qui lui avait tant manqué. En fin de journée, alors qu'il quittait le jardin, Laurent reçut un appel qui assombrit momentanément son visage. « Un problème ?» demanda Juliette, notant son changement d'expression. « Peut-être », répondit-il en rangeant son téléphone. « Victor Beaumont vient d'engager le cabinet Renard & Klein pour me poursuivre en rupture abusive de négociations commerciales. »« Il peut faire ça ?» s'étonna Juliette. « Il peut essayer », répondit Laurent avec un haussement d'épaule. « C'est une tactique d'intimidation classique. Il espère que la perspective d'un procès coûteux me fera capituler. »« Et c'est le cas ?» demanda Sophie qui écoutait attentivement, comme toujours. Laurent lui sourit. « Absolument pas. Au contraire, cela me confirme que j'ai eu raison de me méfier. Les gens honnêtes n'ont pas besoin de poursuites judiciaires pour régler leurs différends. » Cet incident marqua le début d'une période tumultueuse. Les semaines suivantes virent se succéder les provocations et les manœuvres d'intimidation. Philippe et Victor semblaient déterminés à faire échouer le projet de Laurent par tous les moyens. D'abord, ce fut le propriétaire des locaux qui se rétracta soudainement, prétextant une offre supérieure. Puis vint une campagne de rumeurs dans le milieu juridique parisien, suggérant que Laurent avait été licencié pour incompétence. Enfin, plus inquiétant encore, un article parut dans une obscure gazette juridique, insinuant des irrégularités dans ses précédents dossiers. Malgré ces obstacles, Laurent avançait avec une détermination tranquille. Il trouva de nouveaux locaux, plus petits mais mieux situés dans le 15e arrondissement. Grâce à son réseau international, notamment au Portugal et en Suisse, plusieurs clients importants lui accordèrent leur confiance. Et l'article diffamatoire fut rapidement retiré après une mise en demeure bien sentie, rédigée par Isabelle Serra qui s'était associée au projet comme conseillère juridique à temps partiel. Juliette, de son côté, se révélait une collaboratrice précieuse. Son expérience en gestion d'entreprise, longtemps mise en sommeil durant ses années comme femme de ménage, ressurgissait avec force. Elle supervisait l'aménagement des locaux, négociait avec les fournisseurs, organisait les systèmes administratifs avec une efficacité qui impressionnait Laurent. Un matin de juin, alors que l'ouverture officielle du cabinet Mercier Conseil International approchait, Laurent arriva au bureau l'air préoccupé. « J'ai reçu une information troublante », annonça-t-il en rejoignant Juliette, qui organisait la future bibliothèque juridique. « Victor Beaumont aurait engagé un détective privé pour enquêter sur nous. »« Sur vous, vous voulez dire ?» corrigea Juliette. « Sur nous tous. Vous, moi et même Sophie. » Juliette pâlit. « Pourquoi Sophie ? Elle n'est qu'une enfant !»« Justement, il cherche nos points faibles, et il sait que Sophie est le vôtre. » Une colère froide s'empara de Juliette.
Comment ose-t-il impliquer ma fille dans leur manigance? Laurent s'approcha, posant une main rassurante sur son épaule. Nous ne les laisserons pas faire. J'ai engagé mon propre spécialiste en sécurité pour nous protéger. Et j'ai un plan. Quel genre de plan? Le genre qui retourne leur propre tactique contre eux, répondit Laurent avec un sourire énigmatique. Faites-moi confiance, Juliette. Je ne permettrai pas qu'on vous fasse du mal, ni à vous, ni à Sophie. Cette promesse, prononcée avec une intensité qui ne laissait aucun doute sur sa sincérité, fit naître en Juliette des sentiments contradictoires. D'un côté, la gratitude et le réconfort de savoir qu'elle n'affrontait plus seule l'adversité. De l'autre, une inquiétude sourde face à cette escalade qui prenait des proportions alarmantes. « Laurent, dit-elle doucement, je vous suis reconnaissante pour tout ce que vous faites. Mais je ne veux pas que cette guerre personnelle prenne le pas sur notre projet. Ce cabinet, c'est censé être un nouveau départ pour nous tous, pas une plateforme de vengeance. » Laurent la regarda longuement puis hocha la tête. « Vous avez raison. Je me suis laissé emporter. C'est juste que... » Il hésita, cherchant ses mots. L'idée qu'il puisse s'en prendre à Sophie me met hors de moi. Cet enfant représente tout ce que j'aurais voulu être à son âge. Courageuse, intègre, sans compromission. Elle vous admire beaucoup, vous savez, confia Juliette. Hier soir encore, elle me parlait de vous comme du chevalier des temps modernes qui combat pour la justice. Elle sourit. Ces mots, pas les miens. Cette révélation sembla toucher Laurent plus profondément qu'il ne voulait le montrer. Il se détourna légèrement, mais pas avant que Juliette n'ait aperçu l'émotion qui traversait son regard. « Je ferai tout pour être à la hauteur de cette image, » dit-il finalement. Les jours suivants furent consacrés aux derniers préparatifs avant l'ouverture officielle. Sophie, en vacances scolaires, venait chaque jour aider, ce qui consistait principalement à réorganiser les livres selon son propre système et à dessiner des affiches colorées pour décorer la salle d'attente. Un après-midi, alors qu'elle classait des documents avec Juliette, elle posa soudain une question qui prit sa mère au dépourvu. « Maman, est-ce que tu crois que Laurent pourrait devenir mon beau-père un jour ?» Juliette manqua de renverser la pile de dossiers qu'elle tenait. « Sophie, qu'est-ce qui te fait dire une chose pareille ?»« Ben, c'est évident, non ?» répondit Sophie avec la logique implacable des enfants. « Vous vous regardez tout le temps quand l'autre ne fait pas attention. Et puis, il est gentil, il est beau et il nous protège. C'est comme dans les films. »« La vie n'est pas un film, ma chérie, » répondit Juliette, tentant de dissimuler son trouble. « Laurent et moi sommes collègues et amis, c'est tout. »« Papa serait d'accord, tu sais, » poursuivit Sophie, ignorant la dénégation de sa mère. « Il disait toujours que le plus important, c'était ton bonheur. » Cette remarque, si semblable à ce que Juliette avait confié à Laurent au jardin du Luxembourg, la laissa sans voix. Comment sa fille de 10 ans pouvait-elle faire preuve d'une telle perspicacité émotionnelle? « C'est compliqué, Sophie, » dit-elle finalement. « Les relations entre adultes ne sont pas aussi simples que dans tes livres. »« Pourquoi pas ?» insista Sophie. « Si vous vous aimez et que vous êtes heureux ensemble, pourquoi est-ce que ce serait compliqué? » Parce que... Juliette chercha ses mots. Parce que nous avons tous les deux des histoires, des blessures. Et puis, nous travaillons ensemble maintenant. Cela ajouterait une complexité dont nous n'avons peut-être pas besoin. Sophie la fixa, avec ce regard perspicace qui semblait toujours voir au-delà des apparences. « Tu as peur, dit-elle simplement. »« Peur? Oui. Comme moi quand je dois faire un exposé devant toute la classe. J'ai peur de me tromper, de faire rire les autres. Alors parfois, je préfère ne pas lever la main, même quand je connais la réponse. » Cette analogie d'une justesse troublante laissa Juliette sans réplique. Dans la bouche de sa fille, ses réticences semblaient soudain dérisoires, réduites à une simple peur du risque, à un repli sécuritaire mais stérile. Avant qu'elle ne puisse formuler une réponse, Laurent entra dans le bureau portant un grand carton. « Les cartes de visite sont arrivées », annonça-t-il avec enthousiasme. Il en sortit une qu'il tendit à Juliette. « Qu'en pensez-vous » La carte, élégante dans sa simplicité, portait l'en-tête Mercier Conseil International et, en dessous de l'adresse et du téléphone, le nom de Juliette suivi du titre directrice administrative. « Directrice » s'étonna Juliette. « Je croyais être votre assistante. » Laurent sourit. « C'était l'idée initiale, oui. Mais après vous avoir vu à l'œuvre ces dernières semaines, j'ai réalisé que vous méritez bien plus qu'un poste d'assistante. Vous gérez ce cabinet aussi efficacement que je le ferais, sinon mieux. » Juliette contempla la carte.
émue par cette reconnaissance professionnelle à laquelle elle n'osait plus prétendre depuis son éviction de la société d'import-export. « Merci, murmura-t-elle. « Cela signifie beaucoup pour moi. »« Et moi ?» demanda Sophie Teichta, les yeux brillants d'excitation. « Est-ce que j'ai une carte aussi ?» Laurent rit et fouilla dans le carton en sortant une plus petite. « Bien sûr. Stagiaire consultante junior, spécialité détection de clauses abusives. » Sophie saisit la carte avec un cri de joie, la brandissant fièrement. « C'est officiel maintenant. Je travaille vraiment dans un cabinet d'avocats. » L'enthousiasme de l'enfant était contagieux. Laurent et Juliette échangèrent un regard complice, partageant ce moment de bonheur simple, mais intense. La soirée d'inauguration du cabinet, quelques jours plus tard, fut un succès modeste, mais encourageant. Une trentaine de personnes, anciens clients fidèles de Laurent, contacts professionnels d'Isabelle, quelques journalistes spécialisés, se pressaient dans les locaux fraîchement aménagés. Sophie, vêtue d'une robe bleue achetée pour l'occasion, jouait parfaitement son rôle d'hôtesse junior, guidant les invités avec un sérieux comique. Au milieu de la soirée, alors que Laurent s'apprêtait à prononcer un petit discours, la porte s'ouvrit sur un visage familier, Victor Beaumont. Un silence soudain tomba sur l'assemblée. Victor, élégant comme toujours dans son costume sur mesure, s'avança avec une assurance calculée. « Quelle charmante petite réception, » dit-il, son sourire n'atteignant pas ses yeux. « J'espère que je ne dérange pas. » Laurent s'approcha, gardant un calme apparent malgré la tension évidente. « Victor, je ne me souviens pas vous avoir envoyé d'invitation. Oh, mais nous sommes presque associés, n'est-ce pas? Ou du moins, nous aurions dû l'être. » Juliette, qui se tenait près du buffet, chercha Sophie du regard, inquiète. Elle la repéra près de la bibliothèque, observant attentivement la scène avec Isabelle à ses côtés. Cette dernière avait posé une main protectrice sur l'épaule de la petite fille, un geste qui rassura Juliette. « Que voulez-vous, Victor ?» demanda Laurent sans détour. « Simplement féliciter un confrère pour son nouveau départ, » répondit Victor avec une cordialité feinte. « Et peut-être éclaircir certains malentendus. » Il jeta un regard appuyé vers Sophie et Juliette sentit son sang se glacer. Laurent dut percevoir son inquiétude, car il se plaça subtilement entre Victor et la direction de Sophie. « Il n'y a aucun malentendu, » répliqua Laurent. « Juste des visions différentes de l'éthique professionnelle. » Victor eut un petit rire sans joie. « L'éthique. Quel grand mot. Est-ce éthique de faire capoter une transaction de 50 millions d'euros sur la base des divagations d'une enfant? Est-ce éthique de dissimuler des clauses abusives dans les petits caractères d'un contrat ?» rétorqua Laurent. « Ou d'engager un détective pour espionner une fillette de 10 ans. » Cette dernière accusation sembla surprendre Victor. Un éclair d'inquiétude traversa son regard rapidement masqué. Aqui está o 7º capítulo da história. Nele desenvolvo o relacionamento entre Laurent e Juliette, mostrando a perspicácia de Sophie, que percebe a atração entre os dois. Também introduzo o confronto direto com Victor Beaumont durante a inauguração do escritório, elevando a tensão e preparando o terreno para o clímax da história. No próximo e último capítulo, apresentarei o desfecho e a resolução do conflito. « Je ne vois pas de quoi vous parlez », répondit Victor, mais le léger tressaillement de sa paupière trahissait son malaise. « Bien sûr que non », répliqua Laurent avec un sourire froid. « Tout comme vous ne voyez pas pourquoi dissimuler des Paperverteste, clauses de cession de patrimoine, dans un contrat commercial pourrait être considéré comme une tentative de fraude. » Les invités suivaient cet échange avec un intérêt non dissimulé. Parmi eux, Juliette remarqua un homme à l'allure discrète qui prenait des notes, probablement le journaliste de la Gazette du Droit dont Laurent avait tant espéré la venue. Victor sembla également le remarquer, car son attitude changea subtilement. « Je suis simplement venu vous proposer un arrangement à l'amiable, Mercier, pas pour créer une scène publique. »« Un arrangement », répéta Laurent, haussant un sourcil. « Retirez vos accusations infondées, et nous retirerons notre plainte pour rupture abusive de négociation. Simple, propre, professionnel. » Laurent croisa les bras imperturbables. « Et les clauses abusives dans le contrat? Les tentatives d'intimidation contre Madame Moreau et sa fille? La campagne de diffamation contre moi dans le milieu juridique? Nous oublions tout cela aussi ?» Victor balaya ses objections d'un geste agacé. « Des détails. Des malentendus qui ont pris une ampleur disproportionnée. Nous sommes tous des professionnels ici, non? Nous pouvons résoudre cela comme des adultes. » À cet instant, contre toute attente, Sophie s'avança.
Elle s'était dégagée doucement de la main protectrice d'Isabelle et s'approchait maintenant des deux hommes, son petit visage empreint d'une détermination tranquille. « Monsieur, dit-elle en s'adressant directement à Victor, ma maîtresse dit toujours que les adultes qui font des erreurs et ne les reconnaissent pas restent des enfants dans leur cœur. Des enfants pas très gentils. » Un murmure amusé parcourut l'assistance. Victor dévisagea la fillette, son visage oscillant entre incrédulité et colère contenue. « Jeune fille, articula-t-il lentement, tu ferais mieux de te mêler de tes affaires. »« Mais c'est mon affaire, répondit Sophie avec une logique imparable. C'est vous qui avez essayé de piéger Monsieur Laurent avec un contrat malhonnête. C'est moi qui l'ai vu. Et maintenant, vous envoyez des gens nous suivre, maman et moi. C'est mon affaire. » Victor lança un regard furieux à Laurent. « Vous utilisez cet enfant comme porte-parole maintenant. C'est pathétique. Je n'ai pas besoin qu'on me dise quoi dire, » intervint Sophie, son indignation enfantine parfaitement audible dans le silence attentif qui s'était installé. « Je sais reconnaître quand des adultes font des choses malhonnêtes. Mon papa me l'a appris avant de partir. » Juliette s'approcha, posant une main protectrice sur l'épaule de sa fille, prête à l'éloigner de cette confrontation. Mais Sophie resta fermement plantée devant Victor, ses yeux brillants de cette intelligence lucide qui avait tant impressionné Laurent lors de leur première rencontre. « Votre père vous a mal élevé. »« Visiblement », lâcha Victor, perdant momentanément son masque de civilité. Ce commentaire déclencha une vague de désapprobation parmi les invités. Attaquer une enfant, qui plus est sur la mémoire de son père défunt, franchissait une ligne que même les plus cyniques trouvaient inacceptable. Laurent s'avança, son visage durci par une colère froide. « Je pense qu'il est temps pour vous de partir, Victor. Votre proposition d'arrangement est refusée. Nous nous verrons au tribunal. »« Vous faites une grave erreur, Mercier, » siffla Victor entre ses dents. « Une erreur qui pourrait vous coûter bien plus que votre petite aventure entrepreneuriale. »« Est-ce une menace ?» demanda Laurent d'une voix dangereusement calme. « Une simple observation, » répliqua Victor en reculant vers la sortie. « Réfléchissez-y. Vous avez jusqu'à lundi. » Après son départ, un bourdonnement de conversation excitée remplit la pièce. Le journaliste s'approcha immédiatement de Laurent, carnet à la main, tandis qu'Isabelle rejoignait Juliette et Sophie. « Tu as été très courageuse, » dit-elle à Sophie, en s'agenouillant à sa hauteur, « mais aussi un peu imprudente. Cet homme est dangereux. »« Je sais, » répondit Sophie avec une gravité surprenante pour son âge. « Mais maman dit toujours que le courage, ce n'est pas de ne pas avoir peur, c'est d'agir malgré la peur. » Isabelle échangea un regard admiratif avec Juliette. « Ta fille est exceptionnelle, » murmura-t-elle. « Une vraie petite lionne. » Plus tard dans la soirée, après le départ des derniers invités, Juliette, Laurent et Sophie se retrouvèrent seuls dans les locaux. Laurent débouchait une bouteille de jus de pomme, pétillant pour un toast final avec sa stagiaire consultante junior. « À notre nouvelle. »« Aventure, » proposa-t-il, en levant son verre. « Et à la justice, » ajouta Sophie avec enthousiasme. Ils trinquèrent, savourant ce moment de complicité. Malgré l'incident avec Victor, la soirée avait été un succès. Plusieurs potentiels clients avaient manifesté leur intérêt, et le journaliste avait promis un article détaillé sur cette nouvelle structure, qui se positionnait comme l'avocat des expatriés et des personnes vulnérables face aux barrières linguistiques. « Que va-t-il se passer maintenant ?» demanda Juliette une fois Sophie partie explorer la bibliothèque. « Avec Victor et Philippe, je veux dire. » Laurent soupira. « Ils ne renonceront pas facilement, surtout après l'humiliation publique de ce soir. Mais nous avons des atouts qu'ils ignorent. » « Quels atouts ?» Le journaliste, pour commencer. L'article qu'il prépare mettra en lumière leurs pratiques douteuses. J'ai également contacté certains anciens clients qui ont eu des expériences similaires avec leurs contrats piégés. Et puis, il hésita puis sortit une enveloppe de sa serviette. « J'ai reçu ceci ce matin, de Marie Duchamp. » Juliette prit l'enveloppe avec curiosité. Elle contenait une lettre manuscrite et plusieurs photocopies de documents juridiques annotés. « Marie se sent coupable, » expliqua Laurent. Elle a participé à de nombreuses traductions biaisées pour Philippe et Victor au fil des ans. Des contrats volontairement mal traduits pour piéger des clients étrangers. Elle a gardé des preuves, au cas où. « Une assurance vie professionnelle, » murmura Juliette. « Exactement. Et maintenant, elle veut témoigner. Ces documents, il désigna les photocopies, prouvent un schéma répétitif de fraude délibérée visant spécifiquement des hommes d'affaires étrangers ne maîtrisant pas parfaitement le français juridique. C'est
Énorme, souffla Juliette. Avec ça, vous pourriez non seulement gagner contre leurs plaintes, mais aussi les poursuivre en retour. Laurent hocha la tête. Et ce n'est pas tout. Isabelle a retrouvé 3 autres victimes de leur manœuvre. Des gens qui ont perdu des propriétés ou des investissements importants à cause de clauses dissimulées. Ils sont prêts à témoigner également. Une lueur d'espoir illumina le visage de Juliette. Alors nous pouvons gagner. Nous allons gagner, corrigea Laurent avec conviction. Victor et Philippe ont bâti leur empire sur l'intimidation et la peur. Mais que se passe-t-il quand quelqu'un refuse d'avoir peur? Il regarda en direction de Sophie qui, perchée sur un escabeau, examinait soigneusement les ouvrages juridiques du haut des étagères. Une enfant de 10 ans leur a tenu tête ce soir, poursuivit-il doucement. Une enfant qui a déjà perdu son père, qui a vu sa mère lutter pour survivre, et qui pourtant n'a pas renoncé à sa vision de la justice. Si elle peut le faire, comment pourrions-nous faire moins? Juliette sentit une émotion puissante l'envahir, un mélange de fierté pour sa fille, de gratitude envers cet homme qui les avait prises sous son aile, et peut-être, oui, quelque chose de plus profond encore, quelque chose qu'elle n'osait pas encore nommer. « Laurent, dit-elle en posant sa main sur la sienne, je n'ai jamais vraiment eu l'occasion de vous remercier. Pour tout. » Il la regarda avec surprise. « Me remercier? C'est moi qui vous dois tout. Sans Sophie, j'aurais signé ce contrat. J'aurais perdu l'héritage de ma famille. Et sans vous, ce cabinet ne serait qu'une idée vague, pas une réalité. » Leurs regards se croisèrent, et pendant un instant, le temps sembla suspendu. Quelque chose avait changé entre eux, subtilement mais profondément. Les paroles de Sophie sur la peur résonnaient dans l'esprit de Juliette. Avait-elle raison? Sa réticence n'était-elle qu'une forme de peur, un repli instinctif après les blessures du passé. « Maman !» La voix excitée de Sophie brisa ce moment d'intimité. « J'ai trouvé un livre sur le droit portugais. Est-ce que je peux l'emprunter ?» Laurent sourit. « Tu peux le garder, ma grande. Considère-le comme un cadeau pour ton aide inestimable. » Les jours suivants furent intenses. Victor, fidèle à ses habitudes, passa à l'offensive. Une nouvelle campagne de rumeurs, plus virulente encore, se propagea dans le milieu juridique parisien. Des clients potentiels annulèrent mystérieusement leur rendez-vous. L'huissier qui devait constater l'état des locaux pour l'assurance reporta sa visite sans explication. Mais Laurent et son équipe improvisée tenèrent bon. L'article promis parut dans la Gazette du droit, présentant le cabinet Mercier comme un David juridique osant défier les Goliaths du barreau parisien. Le journaliste y relatait l'incident de l'inauguration, citant les paroles courageuses de Sophie et l'attitude menaçante de Victor. Sans formuler d'accusation directe, l'article laissait clairement entendre que des pratiques douteuses étaient en jeu, loin de nuire au cabinet naissant. Cette publicité attira l'attention de plusieurs associations d'aide aux expatriés qui cherchaient justement des avocats sensibles aux enjeux linguistiques et culturels. 3 nouveaux clients signèrent des contrats la semaine suivante. Un matin de juillet, alors que Juliette ouvrait le courrier, elle tomba sur une grande enveloppe à l'entête d'un cabinet d'avocats inconnus. Elle l'apporta immédiatement à Laurent qui la décacheta avec précaution. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Juliette, inquiète devant son expression surprise. « Une proposition de règlement à l'amiable, » répondit Laurent, parcourant rapidement le document. « Victor et Philippe abandonnent toutes leurs poursuites contre moi. Ils s'engagent à cesser toute campagne de dénigrement. Et il s'interrompit, incrédule. Ils proposent une compensation financière substantielle pour tout désagrément causé. Une compensation? Pour nous tous. Vous, moi, Sophie. Ils veulent acheter notre silence. » Juliette fronça les sourcils. Qu'est-ce qui a provoqué ce revirement soudain? Laurent lui tendit une coupure de presse jointe au document. C'était un petit entrefilet dans le Figaro annonçant qu'une enquête préliminaire avait été ouverte par le État, parquet financier, concernant certaines transactions du groupe immobilier de Victor Beaumont. L'article de la Gazette a dû attirer l'attention des autorités, expliqua Laurent. Et avec les témoignages que Marie et Isabelle ont rassemblés. Ils ont peur, compléta Juliette. Laurent hocha la tête. Pour la première fois de leur vie, ils comprennent ce que ressentent leurs victimes. La peur de tout perdre, l'impuissance face à des forces qu'on ne contrôle pas. Qu'allez-vous faire? Demanda Juliette. Accepter leur offre? Laurent réfléchit un moment. L'argent serait utile pour développer le cabinet. Pour financer des bourses d'études pour des jeunes comme Sophie qui veulent devenir avocats, mais n'en ont pas les moyens. Il la regarda. Mais la décision n'est pas seulement la mienne. Vous et Sophie avez aussi votre mot à dire.
Ce soir-là, dans le petit appartement de Montreuil, ils discutèrent longuement de la proposition. Sophie, après avoir écouté attentivement les explications adaptées à son âge, posa la question qui résumait tout. Si on accepte leur argent et qu'on promet de ne plus rien dire, est-ce qu'ils pourront continuer à piéger d'autres personnes? Laurent et Juliette échangèrent un regard. La sagesse de cet enfant ne cessait de les étonner. « C'est une excellente question », répondit Laurent. « Et la réponse est « probablement pas ». L'enquête du parquet financier continuera, que nous acceptions ou non. Et Marie a déjà remis ses preuves aux autorités. Sophie hocha la tête, semblant satisfaite. Alors on peut accepter leur argent et l'utiliser pour aider d'autres personnes. Papa aurait aimé ça. Juliette caressa tendrement les cheveux de sa fille. Oui, ma chérie, papa aurait beaucoup aimé cette idée. Aqui está o último capítulo da história. Vou criar capítulo final, que completará a narrativa, mostrando o desfecho e incluindo a chamada à ação conforme solicitado. 3 mois plus tard, le cabinet Mercier Conseil International avait trouvé son rythme de croisière. Dans des locaux désormais pleinement aménagés, une équipe de 7 personnes travaillait en harmonie. Laurent et 2 jeunes avocats qu'il avait recrutés, Juliette à la direction administrative, Isabelle comme consultante juridique à temps partiel, une secrétaire et un comptable. Le règlement à l'amiable avec Victor et Philippe avait été finalisé, avec quelques modifications importantes suggérées par Laurent. La clause de confidentialité avait été réécrite pour permettre aux parties de parler librement de leur expérience personnelle, sans toutefois formuler d'accusations directes. Cette nuance subtile mais cruciale garantissait que les pratiques douteuses des 2 hommes d'affaires pourraient être évoquées à titre d'exemple lors des conférences et formations que Laurent commençait à donner sur l'éthique des contrats internationaux. Une partie de la compensation financière avait servi à créer la Fondation Henri Moreau, du nom du père de Sophie, dédiée à l'accès aux droits pour les personnes confrontées à des barrières linguistiques. La première initiative de cette fondation, une bourse d'études complète pour 10 élèves talentueux, issus de milieux défavorisés, souhaitant poursuivre des études juridiques. Sophie était revenue enchantée de sa première journée de rentrée en classe de CM2, l'école Saint-Exupéry, dont Philippe avait démissionné du conseil d'administration, l'avait nommée ambassadrice des nouveaux élèves, chargée d'accueillir et d'orienter les enfants récemment arrivés, particulièrement ceux ne parlant pas couramment le français. Ce soir-là, Laurent avait invité Juliette et Sophie à dîner dans son appartement du Marais pour une célébration spéciale, sans préciser davantage. Sophie, qui avait développé une complicité touchante avec lui, était surexcitée. « Tu crois qu'il va te demander en mariage ?» avait-elle chuchoté à sa mère pendant qu'elle se préparait. « Sophie !» avait protesté Juliette, rougissant malgré elle. « Laurent et moi sommes amis, collègues. »« Bien sûr !» avait répondu Sophie avec un sourire malicieux qui la faisait paraître bien plus âgée que ses 10 ans. « C'est pour ça que tu as essayé 4 tenues différentes et que tu as mis ce parfum que tu gardes pour les occasions spéciales. » Juliette n'avait pas trouvé de réplique à cette observation perspicace. La vérité était que sa relation avec Laurent avait subtilement évolué au fil des semaines. Des regards qui s'attardaient, des frôlements accidentels dans l'espace confiné du bureau, des conversations professionnelles qui se prolongeaient tard le soir, dérivant vers des confidences plus personnelles. Rien de concret ne s'était encore produit. Ils étaient tous deux trop prudents, trop marqués par leurs expériences passées pour se précipiter. Mais quelque chose d'indéniable grandissait entre eux, une connexion qui allait au-delà de l'amitié ou de la simple attraction. L'appartement de Laurent les surprit par sa chaleur. Loin de l'élégance froide qu'on aurait pu attendre d'un avocat célibataire, c'était un espace vivant, aux murs couverts de bibliothèques et de souvenirs de voyage. Des photos de famille, ses parents devant le vignoble familial au Portugal, son neveu lors de sa remise de diplôme, côtoyaient des œuvres d'art contemporain et des objets artisanaux rapportés de ses déplacements professionnels. « C'est magnifique !» souffla Juliette en admirant la vue sur la Seine depuis la terrasse. Laurent sourit, visiblement heureux de son approbation. « C'est mon refuge, le seul endroit où je peux vraiment être moi-même. »« Et qui est ce vrai vous ?» demanda-t-elle doucement. Il réfléchit un instant. « Un homme qui cherche encore sa voie, je suppose, qui a passé trop d'années à jouer un rôle pour plaire aux autres, pour correspondre à une certaine image du succès. Un homme qui découvre seulement maintenant ce qui compte vraiment.
Leurs regards se croisèrent, chargés de non-dits. « Et qu'est-ce qui compte vraiment ?» murmura Juliette. Laurent s'apprêtait à répondre lorsque Sophie surgit sur la terrasse, tenant précautionneusement une plante en pot. « Laurent, c'est quoi cette plante bizarre dans ton bureau? On dirait qu'elle a des poils. » L'instant d'intimité s'évanouit, remplacé par les rires et les explications de Laurent sur cette cactée rare qu'un client lui avait offerte en remerciement. Le dîner fut délicieux. Laurent s'avéra être un cuisinier talentueux, spécialisé dans les plats traditionnels portugais revisités. La conversation coula naturellement, passant des anecdotes professionnelles aux projets d'avenir, avec les interventions toujours pertinentes de Sophie qui les faisaient régulièrement éclater de rire. Au dessert, Laurent devint soudain plus sérieux. Il se leva pour chercher une grande enveloppe qu'il posa sur la table. « Voilà la raison de cette petite fête », annonça-t-il. « J'ai reçu ceci aujourd'hui. » Juliette ouvrit l'enveloppe et en sortit un document officiel. C'était une notification du parquet financier, les informant que l'enquête préliminaire concernant Victor Beaumont et Philippe Dufresne avait été convertie en information judiciaire. Les deux hommes étaient désormais officiellement mis en examen pour escroquerie en bande organisée, abus de faiblesse et faux et usage de faux. « Ils vont être jugés ?» demanda Sophie, qui s'était penchée pour lire par-dessus l'épaule de sa mère. « Le processus judiciaire sera long, » expliqua Laurent. « Mais oui, il y a de grandes chances qu'ils comparaissent devant un tribunal correctionnel. Les preuves fournies par Marie Duchamp et les témoignages des autres victimes sont accablants. » Juliette parcourut le document, son cœur battant de plus en plus vite à mesure qu'elle en assimilait les implications. « Cela signifie que nous avons réellement gagné, » murmura-t-elle, « que toute cette histoire n'a pas été vaine. »« Bien plus que ça, » affirma Laurent. « Cela signifie que justice sera rendue non seulement pour nous, mais pour toutes leurs victimes passées, et que d'autres seront épargnées à l'avenir. » Sophie applaudit spontanément. « Comme dans les livres, les méchants sont punis et les gentils gagnent. » Laurent sourit, attendri par cet enthousiasme enfantin. « La réalité est rarement aussi simple, ma grande. Mais cette fois, oui, je crois qu'on peut dire que les gentils ont gagné. » Il leva son verre. « À la justice. »« À la justice, » répétèrent Juliette et Sophie en chœur. Après le dîner, Sophie s'installa devant un documentaire que Laurent avait sélectionné pour elle, une exploration fascinante des systèmes judiciaires à travers le monde. Pendant ce temps, les deux adultes retournèrent sur la terrasse, savourant le calme de la soirée parisienne, les lumières de la ville scintillant comme des joyaux dans l'obscurité. « Il y a autre chose que je voulais vous dire, » commença Laurent, sa voix inhabituellement hésitante. Juliette le regarda, intriguée par ce soudain changement de ton. « Je vous écoute. Ces derniers mois ont été transformateurs pour moi, » poursuivit-il. « Pas seulement professionnellement, mais personnellement. Ces derniers mois ont été transformateurs pour moi, » poursuivit-il. « Pas seulement professionnellement, mais personnellement. Avant de vous rencontrer, vous et Sophie, ma vie était vide d'une certaine façon. J'avais réussi selon les critères conventionnels, un poste prestigieux, un bon salaire, une réputation solide. Mais il manquait quelque chose d'essentiel. » Juliette sentit son cœur s'accélérer, mais resta silencieuse, lui laissant l'espace pour exprimer ce qu'il avait manifestement besoin de dire. « Quand j'ai découvert la trahison de Philippe, j'étais furieux, bien sûr, mais aussi étrangement soulagé, comme si j'étais enfin libéré d'un rôle qui n'était pas vraiment le mien. » Il fit une pause, cherchant ses mots. « Et puis il y a eu vous, votre force tranquille, votre dignité face à l'adversité. Et Sophie avec son courage désarmant, sa vision si pure de la justice. » Il se tourna vers elle, plongeant son regard dans le sien. « Vous m'avez rappelé pourquoi j'ai choisi cette profession. Vous m'avez aidé à retrouver une part de moi-même que j'avais presque perdue. » Juliette déglutit, émue par la sincérité qui émanait de chaque mot. « Vous nous avez sauvés, Laurent. Sans vous, j'aurais perdu mon emploi. Sophie aurait été exclue de son école. »« Non, » l'interrompit-il doucement, « vous vous seriez battu, comme vous l'avez toujours fait. Vous auriez trouvé un moyen. C'est ce que j'admire tant chez vous, Juliette, cette résilience inébranlable. » Il prit une profonde inspiration. « Ce que j'essaie de vous dire maladroitement, c'est que mes sentiments pour vous ont évolué. Ils ont dépassé l'amitié, l'admiration professionnelle. Je sais que c'est compliqué. Nous travaillons ensemble, vous avez un passé douloureux, Sophie est votre priorité. »« Sophie vous adore, » murmura Juliette. « Elle me demande depuis des semaines quand je vais enfin admettre que nous sommes plus que des collègues.
Cette révélation arracha un sourire à Laurent. Elle est extraordinairement perspicace pour son âge. Trop parfois, admit Juliette avec un petit rire. Un silence s'installa entre eux, non pas inconfortable mais chargé d'attentes, de possibilités. « J'ai peur », confessa finalement Juliette. « Après Henri, je m'étais juré de ne plus jamais être vulnérable, de me concentrer uniquement sur Sophie, sur notre survie. »« Je comprends », répondit Laurent. « La peur est une réaction naturelle, après ce que vous avez traversé. Je ne vous demande pas de l'ignorer, juste de ne pas la laisser décider pour vous, pour nous. » Il s'approcha d'elle, lentement, respectueusement, lui laissant tout le temps de reculer si elle le souhaitait. Mais Juliette ne bougea pas. Quelque chose dans le regard de Laurent, cette vulnérabilité qu'il osait lui montrer, cette honnêteté désarmante, faisait écho à ses propres sentiments inavoués. Lorsque leurs lèvres se rencontrèrent enfin, ce fut comme si un barrage cédait en elle. Toutes ces émotions soigneusement contenues, cette tendresse qu'elle s'interdisait de ressentir depuis la perte d'Henri, déferlèrent en une vague puissante et libératrice. Ce baiser était une promesse, pas celle d'un bonheur parfait et sans nuages. Ils étaient tous deux trop lucides pour y croire, mais celle d'un chemin parcouru ensemble, avec authenticité et courage. Lorsqu'ils se séparèrent, Juliette remarqua une silhouette dans l'embrasure de la porte-fenêtre. Sophie les observait, un sourire radieux illuminant son visage. « Enfin !» s'exclama-t-elle simplement, avant de retourner discrètement vers le salon, les laissant à leur intimité retrouvée. Ils éclatèrent de rire, cette complicité avec Sophie ajoutant une dimension supplémentaire à leur bonheur naissant. Un an plus tard, le cabinet Mercier Conseil International s'était imposé comme une référence dans le domaine du droit international des affaires, avec une spécialisation reconnue dans la protection des clients vulnérables face aux barrières linguistiques. L'affaire contre Philippe Dufresne et Victor Beaumont avait fait grand bruit dans le milieu juridique parisien. Les deux hommes, confrontés à l'accumulation de preuves et de témoignages, avaient finalement plaidé coupables pour éviter un procès public. Ils avaient écopé d'amendes substantielles et d'une interdiction d'exercer toute fonction de direction dans le secteur financier pendant 5 ans. Cette victoire, au-delà de la satisfaction personnelle qu'elle procurait à Laurent, Juliette et Sophie avaient eu un impact bien plus large. Elle avait inspiré d'autres victimes de fraudes similaires à sortir du silence. Une association, Transparence Juridique, avait même été créée avec Laurent comme conseiller bénévole. La fondation Henri Moreau prospérait. Sa première promotion de boursier, 10 jeunes talents au parcours atypique, venait d'entamer sa formation juridique. Parmi eux figuraient des enfants d'immigrés, des jeunes issus de quartiers défavorisés, tous unis par une passion commune pour le droit et la justice. Sophie, désormais âgée de 11 ans, continuait de briller à l'école Saint-Exupéry. Son projet sur l'accès au droit pour tous avait remporté le premier prix du concours national d'éloquence, catégorie junior. Dans son discours, elle avait cité son père, sa mère, mais aussi Laurent, devenu officiellement son beau-père quelques mois plus tôt, lors d'une cérémonie intime au bord de la Seine. Le mariage avait été simple et authentique, à l'image de leur relation. Sophie y avait joué un rôle central, portant les alliances et lisant un poème qu'elle avait elle-même composé sur le courage, l'intégrité et la seconde chance que représentait leur nouvelle famille recomposée. Juliette et Laurent avaient emménagé dans un appartement plus grand près du parc Monceau, à mi-chemin entre le cabinet et l'école de Sophie. Ils y avaient créé un foyer chaleureux, où les livres de droit côtoyaient les romans et les jouets, où les discussions professionnelles se mêlaient naturellement aux moments de tendresse familiale. Ce soir-là, alors qu'ils dînaient tous les trois sur leur terrasse fleurie, Sophie posa une question qui les prit par surprise. « Est-ce que vous pensez que Philippe et Victor ont compris la leçon, qu'ils sont devenus meilleurs ?» Laurent et Juliette échangèrent un regard. Cette capacité de Sophie à voir le potentiel de rédemption même chez ceux qui avaient tenté de leur nuire ne cessait de les étonner. « Je ne sais pas », répondit honnêtement Laurent. « Les gens peuvent changer, certainement, mais cela demande une véritable volonté, une remise en question profonde. J'aimerais croire qu'ils ont changé, ajouta Juliette, que cette expérience leur a appris quelque chose sur l'importance de l'intégrité, de la justice. »